Et du coup, ça améliore l'expérience voyageur, clairement. Parce que justement, un humain, si tu veux, peut-être qu'il va pas répondre instantanément non plus aux messages, tu vois. Et puis sinon, après, il y a la bulle de chat sur le site, hein, donc c'est la bulle de support, c'est nous aussi qu'on répond, qui répondons. C'est pas l'IA, là, pour le coup. Il faut garder l'humain, quand même. Alors, la différence, ça se fera sur l'humain, pour le coup. Parce que si ça devient, entre guillemets, de facto le standard d'utiliser l'IA, etc., le démarqueur sera plus la technologie, mais ça sera effectivement l'expérience humaine qui est apportée en plus. Un humain, oui, il peut avoir ce réflexe-là à répondre comme ça, mais quand il est surchargé, en fait, de travail, ou qu'il a 1 milliard d'urgences à gérer, en fait, il va pas prendre le temps de répondre de cette façon-là aux voyageurs. Comme je te disais, fin d'année, début d'année prochaine, on va créer un groupe, en fait, un système d'équipe dans Sherlock, et tu pourras rajouter, en fait, tous tes prestataires, donc ménage, tes prestataires d'upsell, par exemple, si tu as un partenariat avec un VTC, tu pourras rentrer, en fait, tout ton personnel, on va dire, en gros. Salut les conciergeries, on se retrouve aujourd'hui dans ce talk show, le podcast Conciergerie de rêve. Aujourd'hui, on reçoit comme d'habitude des invités de marque. On va recevoir aujourd'hui donc Audrey et Anthony qui sont les fondateurs de Mister Sherlock, qui est une solution IA capable de répondre aux voyageurs 24 heures sur 24 sur les différentes plateformes comme Booking, Airbnb, mais aussi au téléphone de manière vocale. On va en parler dans ce podcast. L'idée, c'est vraiment de soulager les conciergeries, les agences immobilières, des différentes réponses qui peuvent être parfois répétitives, mais tout en laissant l'humain justement gérer les demandes un petit peu plus complexes. Donc, on va voir avec Audrey et Anthony si l'IA est l'avenir de l'accueil client dans le monde de la location saisonnière. Salut Audrey, salut Anthony, merci d'être avec nous ici. Salut Henrik, merci à toi pour l'invitation. Écoute, je suis ravi de vous avoir tous les deux pour parler de Mister Sherlock. On va rentrer un peu dans le détail dans ce podcast-là pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter aux conciergeries, quel impact ça va avoir sur des conciergeries qui existent déjà, qui seraient déjà très structurées. Et puis, on va parler aussi un petit peu de l'avenir de votre outil. On va faire les choses un petit peu dans l'ordre. J'aime bien vous permettre et permettre à l'audience de vous découvrir pour comprendre qui vous êtes. Déjà, ma première question, c'est comment vous êtes arrivé dans le monde de la location saisonnière plus précisément, et puis on verra après pour Mister Sherlock, bien sûr. Ok, écoute, nous, ça fait maintenant 6 ans, c'est ça, maintenant 6 ans qu'on est dans le monde de la location saisonnière. On a commencé en tant qu'investisseur immobilier, donc on a pris une formation pour investir dans l'immobilier pendant la période du Covid d'ailleurs. Oui. C'était la belle période, voilà, pour les prêts, etc. Donc voilà, on a sauté le pas, on a investi dans un immeuble de rapport à Limoges, un petit immeuble de rapport sans prétention à Limoges, à 2 heures de trajet de chez nous, puisque nous, on est sur Bordeaux. Donc en parallèle de ça, j'ai pris une formation de conciergerie pour avoir les tips, pour pouvoir gérer moi-même à distance, en fait, cet immeuble de rapport-là, que j'ai fait pendant 2 ans. Et puis, au fur et à mesure d'être dans le groupe de formation, je me suis rendu compte que les conciergeries, en fait, avaient un réel besoin parce qu'elles étaient énormément débordées par toutes les tâches qu'elles avaient à faire. Et je me suis dit, plutôt que d'ouvrir ma propre conciergerie, je vais plutôt les accompagner, en fait, dans leur business pour tout ce qui est création d'annonces, communication voyageur, études de marché, etc. Donc, j'ai collaboré avec une conciergerie sur Toulouse qui avait une 40aine de logements. Ma conciergerie en Occitanie, coucou. Et là, je me suis rendu compte en fait que cette partie-là, communication voyageur, c'était vraiment un gros pain et qu'il fallait peut-être automatiser ça. Et Anthony, t'es arrivé là à ce moment-là. Vas-y, je te laisse. Ok. Voilà, du coup, oui, c'est vrai qu'Audrey a passé littéralement toutes ses journées, ses soirées, les week-ends, en fait, constamment sur le téléphone parce que il y avait des messages de voyageurs qui tombaient à toute heure de la journée. Et puis, forcément, au bout d'un moment, la fatigue s'installe. Et donc, moi, comme je suis ingénieur, c'était vraiment l'essor de l'IA qui commençait à bien évoluer, à être de plus en plus fiable. Et en fait, du coup, je me suis dit pourquoi pas créer une petite solution, une petite application qui lui permettrait de la soulager, en tout cas sur tout ce qui est questions récurrentes, assez facile à répondre. Et c'est comme ça qu'est né en fait Mister Sherlock. Donc j'ai mis à peu près 8 mois à développer la solution, vraiment la partie bêta, la première forme de l'application. Et c'est vrai que ça l'a tout de suite soulagé assez rapidement. En tout cas, elle a pu retrouver
assez rapidement ses soirées, ses week-ends. Ça rend constamment Voilà. regarder son téléphone toute la journée. Donc ça, c'était plutôt chouette. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, après, on a ouvert en bêta fermée avec quelques conciergeries qu'on a sélectionnées, qui nous faisaient pas mal de retours justement pendant la phase de bêta, qui a duré à peu près 3 mois. Et après, on a officiellement lancé l'application tout début septembre 2025. Donc, ça fait tout juste un an que l'application existe. Elle a soufflé sa première bougie. Elle marche très bien aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, forcément. Mais voilà, on est très contents. Et voilà. Ok, donc j'allais dire, c'est un petit peu comme souvent, c'est que tu pars d'un problème que tu avais rencontré toi dans la gestion de tes appartements et tu t'es rendu compte aussi que les conciergeries avaient le même problème. Donc au début, tu lances c'était quoi? C'était plutôt au début, c'était quoi? C'est un petit outil, c'était un utilitaire presque. Franchement, j'ai fait ça assez rapidement sur la partie IA, sur l'application. Ça a été encore plus rapide entre guillemets. C'était pas vraiment quelque chose de hyper designé, très ergonomique, etc. Mais du coup, ça a permis quand même d'aller assez vite, de lancer quelque chose qui a pu soulager Audrey assez rapidement. Après, forcément, pendant la phase de bêta, on l'a perfectionné, amélioré un petit peu tout ça. Mais ça a vraiment permis de... Voilà, on va dire, c'était entre le bricolage et la solution commercialisable. Début, oui, voilà. Ok. C'était déjà, tu avais déjà la preuve que le principe fonctionnait, quoi, parce que du coup, toi, tu avais réussi à Audrey. Exactement, c'est ça. Ouais. Ça m'a énormément soulagé. Ça a soulagé aussi toutes les personnes qui étaient en bêta sur la solution. Donc, ça, c'est là aussi, on s'est dit vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire de plus poussé, etc. Donc, voilà. Et même actuellement, on n'est plus en bêta du tout. On a une nouvelle app, etc. Et on est toujours très à l'écoute de nos clients. S'ils ont des suggestions à faire sur des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations sur quelques points, etc. Pour moi, je vois la tech un peu comme si on était tout le temps en bêta quelque part. Il faut toujours se remettre en question et toujours essayer de trouver des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux aspects pour toutes les conciergeries et tous les professionnels. Ouais, c'est clair. Et puis du coup, vous surfez sur l'IA, qui est aussi un sujet, d'une manière générale, dans nos vies, quelque chose qui vient changer nos vies. Et c'est vrai que même dans le perso, Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que pour les pros, je pense qu'il y a un potentiel énorme sur l'IA à intégrer ça dans nos métiers. Il y a plein de manières de le faire. Donc, Mr. Sherlock, c'est une des manières d'intégrer ça sur une partie de nos activités. Ok, de toute façon, on va y revenir un petit peu sur comment ça fonctionne, etc. On va y revenir un petit peu plus loin. Mais ok, donc on a bien compris là comment vous avez démarré. Sans regarder trop un petit peu l'avenir, mais là aujourd'hui, Mr. Sherlock, c'est combien de clients à peu près? Qu'est-ce que ça représente sur le marché un peu? Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 90 clients et en termes de portefeuille de gestion, on a à peu près entre 1000 et 1100 logements actifs. Là, ça fluctue puisqu'on sort de la très haute saison. Mais ouais, c'est à peu près là. On gère un petit peu plus de 1000 logements actifs sur lesquels l'IA répond tous les jours, à toute heure de la journée, aux voyageurs. Ouais, parce que c'est ça, on va y venir, c'est ça qui est puissant, c'est le fait que ça fonctionne H24. Oui, c'est ça. Anciennement, il y a des conciergeries qui proposaient des services, justement, qui proposent toujours des services H24 pour la relation voyageur, parfois même pour la relation propriétaire d'ailleurs. Ça, c'est un autre choix. Alors là, propriétaire, c'est un choix pour la conciergerie. Justement, si j'ai un conseil à donner, cadrez bien vos propriétaires parce que sinon, on reçoit des messages des fois, à 23h au minuit. Ouais, c'est clair. C'est urgent, c'est clair. Donc, ça permet de répondre à ça. Du coup, je ne voudrais pas trop aller trop loin tout de suite. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite dans la première partie qui est donc le pitch. L'idée, c'est très simple, c'est de nous pitcher Mr. Sherlock. Vous avez à peu près 2 minutes maximum. Alors, je ne dis pas que le chronomètre est lancé. Je dis pas que le chronomètre est lancé, mais l'idée, c'est de rester dans à peu près 2 minutes. Et évidemment, je vais beaucoup rebondir sur ce que vous allez nous partager parce qu'on a tout plein de questions pour vous. Okay. Allez, top chrono. Allez, écoute, Mr. Sherlock, c'est une solution IA spécialisée dans la location courte durée qui permet d'automatiser la communication avec les voyageurs
sur toutes les plateformes, enfin sur toutes les plateformes que le Channel Manager supporte, parce qu'on passe à travers un Channel Manager. Donc voilà, c'est tout ce qui va être réponse aux messages écrits sur les plateformes, pour les réservations directes par mail. Et nous avons aussi une fonctionnalité vocale. Donc, c'est l'IA qui réceptionne les appels vocaux de vos voyageurs pour pouvoir leur donner les informations. En plus de ça, on a des petites fonctionnalités en plus qui peuvent être cool pour la gestion quotidienne, tout ce qui est optimisation d'annonces, rédaction des légendes photos, description visuelle des photos pour Airbnb, et aussi toute la partie réponse aux avis voyageurs. Donc voilà, on prend en fait le contexte de la conversation qu'il y a eu pendant la réservation, pendant le séjour, et avec ça, on va pouvoir répondre en fait à l'avis qu'a déposé le voyageur sur Airbnb ou sur Booking d'ailleurs aussi. Ouais. Donc là, ouais, effectivement, ça c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Après, notre vision pour l'entreprise, pour le projet, vraiment la solution Mr Sherlock, ça va être vraiment de proposer un ensemble d'outils, donc toujours alimentés par l'IA, pour automatiser en fait un maximum de tâches qui sont répétitives, chronophages en fait pour tous les gestionnaires en location courte durée. Et voilà, ça va par la partie communication avec toute l'aspect opérationnel, donc les agents d'entretien, prestataires de services, agents de maintenance, etc. Voilà, on a vraiment cette vision-là de soulager en tout cas les gestionnaires sur voilà, leurs tâches quotidiennes qui sont répétitives, qui apportent pas forcément de valeur ajoutée en fait à l'expérience finale pour le client, ni pour lui en termes de croissance d'entreprise, etc. Parce que du coup, la plupart du temps, les gestionnaires sont pris justement par ces tâches quotidiennes. Ils ont moins de temps à allouer pour développer la croissance de leur entreprise, améliorer les process, améliorer l'expérience client, la personnaliser, etc. Exactement. Ok, merci pour ce pitch. C'est clair. On a fait plus court que 2 minutes. Je crois. Un petit peu, mais c'est pas mal. De toute façon, il y a déjà, forcément, je vais beaucoup rebondir sur ce que vous avez partagé. Il y a beaucoup d'aspects là que vous avez mis en avant. Je vais commencer déjà par la partie purement relation voyageur, parce que l'idée principale de cet outil, en tout cas au départ, c'était vraiment ça. Peut-être une petite question pour commencer qui est peut-être un peu technique, mais pour que chacun comprenne bien. Quelle différence entre Mr Sherlock et un chatbot? On parle beaucoup de chatbot. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence déjà? Est-ce que et puis du coup, s'il y en a une, pour nous éclairer un petit peu pour qu'on soit plus au clair. Ouais, clairement. Il y en a une, oui. Ouais. En fait, un chatbot, il part d'une base de connaissances, entre guillemets, qui est statique, qui est fixée, donc avec un ensemble d'informations, questions-réponses prédéfinies. Donc, il va répondre que aux questions et aux réponses qu'il a à disposition. Donc ça, c'est le chatbot. L'IA, donc notre assistant Mr Sherlock, est un peu plus évolué que ça. Donc, effectivement, il a une base de connaissances à disposition, mais qui, elle, est en constante évolution. Qui est sourcée à partir des différentes sources de données qui sont disponibles via l'écosystème des gestionnaires. Donc, ça peut être le channel manager, les annonces sur les plateformes, les livrets d'accueil, les historiques de conversation, les informations qu'il va rajouter lui manuellement, et ensuite, au fur et à mesure des conversations aussi, des échanges qu'il y a avec les voyageurs. Donc, aussi la recherche Internet. Voilà, recherche Internet aussi, effectivement. C'est connecté à tout un ensemble d'outils aussi. Donc, comme l'a dit Audrey, voilà, recherche Internet, Google Maps pour tout ce qui est calcul d'itinéraire. Voilà, du coup, il y a vraiment un écosystème aussi qui permet d'enrichir les fonctionnalités de l'IA qu'elle a de base. Et voilà, ça lui permet de pouvoir être plus évolué qu'un simple chatbot et de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, il y a ce côté évolutif. Moi, je trouve ça super intéressant et même primordial, en fait. C'est-à-dire que il faut que notre assistant IA soit au fait de la manière dont le logement fonctionne, etc., pour pouvoir répondre aux voyageurs. Mais après, il faut aussi qu'il se nourrisse des échanges qu'on va avoir avec les voyageurs, parce qu'il y a quelques spécificités. Il peut y avoir des changements aussi dans le logement. Enfin bref, il faut vraiment une dynamique. C'est ça. Oui, voilà, c'est vraiment, nous, on n'est pas un simple chatbot. C'est pour ça, des fois, des fois, sur les réseaux, sur LinkedIn ou quoi que ce soit, on voit des posts où, oui, vous êtes un simple, enfin, voilà, c'est du chatbot, etc. Non, on n'est pas une solution de chatbot. Il y a des solutions où c'est clairement du chatbot, ça, c'est clair. Mais dans notre cas, c'est pas ça. Voilà. Ok, super, merci. C'est plus clair aussi pour nous, du coup, de voir la différence. Alors, du coup, sur votre optique là-dessus, sur Mr Sherlock, c'est
pour améliorer la productivité, ça on l'a compris, parce qu'on va gagner du temps, etc. Mais du coup, on révolutionne aussi la relation avec les voyageurs, là, parce que du coup, là où avant c'était un être humain qui répondait, aujourd'hui c'est une IA qui va répondre. Oui. Et ça améliore, et du coup, ça améliore l'expérience voyageur, clairement. Parce que justement, un humain, si tu veux, peut-être qu'il ne va pas répondre instantanément non plus au message, tu vois. Si tu es déjà en train de répondre à un autre message, ou si tu es au téléphone, etc., tu ne peux pas être non plus réactif autant qu'une IA. Et l'IA a ce côté empathique qu'elle aura toujours, je pense, en tout cas nous on l'a prompté comme ça, pour répondre de façon très humaine en fait aux voyageurs et toujours dans la considération du voyageur, du besoin du voyageur. Exemple classique, exemple un peu particulier plutôt. Je travaille avec une conciergerie qui est sur Strasbourg et un voyageur envoie un message, voilà, nous avons réservé votre logement parce que nous sommes en deuil par rapport à notre chien qui est décédé, etc. Tu vois, l'IA a répondu de façon très humanisée. Nous sommes vraiment désolés pour cette situation. Nous comprenons la peine que vous devez endurer, que vous endurez, etc. Nous espérons que le séjour à Strasbourg vous permettra de vous changer les idées, etc. Un humain, oui, il peut avoir ce réflexe-là à répondre comme ça, mais quand il est surchargé en fait de travail, ou qu'il a 1 milliard d'urgences à gérer, en fait, il ne va pas prendre le temps de répondre de cette façon-là aux voyageurs. Donc, il y a vraiment, ça améliore pour moi, en tout cas, je pense que toi aussi, tu es d'accord avec ça, ça améliore l'expérience voyageur, en fait, clairement. Oui, puis de toute façon, c'est le retour aussi de nos clients. C'est le retour de nos clients, clairement. Effectivement, ça leur soulage d'une grosse partie de la charge mentale qu'ils ont au quotidien, et ce qui fait que quand ils ont des réelles urgences à traiter, du coup, là, ils sont en pleine capacité, mentalement libres, etc., pour vraiment être à 100% concentrés à résoudre le problème du voyageur. Et du coup, là, pour le coup, apporter vraiment l'empathie qu'il faut apporter pour un voyageur qui est en situation problématique. Ouais, je pense qu'il y a aussi le fait que beaucoup de conciergeries sont quand même plutôt des solopreneurs, ou en tout cas avec une équipe assez réduite. Je ne parle pas des conciergeries nationales qui peuvent avoir des moyens un peu différents, donc des grosses conciergeries qui peuvent être des moyens un peu différents. Mais c'est vrai que la plupart des conciergeries, c'est quand même des solopreneurs. Et donc, on a besoin de s'entourer d'outils, d'automatisation. Et l'IA, justement, apporte une solution. Ça les aide énormément, Ça les aide énormément. Oui, le cas que tu prenais quand on est en train de répondre à un autre voyageur ou en train de régler autre chose, évidemment, on ne peut pas en même temps être aussi empathique dans tous nos messages. C'est ça, on est humain, je veux dire, on a tous nos limites, etc. Donc voilà, on n'est pas Shiva, malheureusement, on n'a pas 10 000 bras non plus. Une IA, par contre, elle est capable de répondre à plusieurs messages en même temps. Pareil pour les appels vocaux, on en reparlera plus tard certainement, mais voilà, elle peut répondre à plusieurs appels vocaux en même temps. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, et elle ne ressent pas la fatigue, elle ne ressent pas, le ras-le-bol, etc. Donc c'est plutôt cool pour l'expérience voyageur. Ok. Du coup, une autre question. Mr. Sherlock, du coup, ça s'adresse, on l'a bien compris, aux conciergeries, puisque c'est quand même aussi le sujet du podcast, mais tu dirais que ça marche aussi pour un particulier qui gérerait son ou ses biens, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez vraiment être focus sur les professionnels? Ça s'adresse à qui? Ok. Excuse-moi. À deux, c'est pas évident. Ça s'adresse à tout le monde. Clairement, on n'a pas niché pour les pros de plus de 20 logements, 30 logements ou quoi que ce soit. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Dans notre scope de clients, on a de tout. On a des investisseurs, des sous-loueurs, des conciergeries. On a des personnes qui ont 2 logements, 1 logement, 150 logements, c'est 30 logements. C'est vraiment pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'un investisseur, par exemple, un propriétaire classique, en général, il a une activité salariée à côté. En général, il a une autre activité. Donc, du coup, cette solution IA lui permet aussi de ne pas passer sa journée de travail sur le téléphone à regarder s'il y a une notif Airbnb ou Booking qui tombe. Pareil pour les petites conciergeries. Petites conciergeries, je dis ou des sous-loueurs, entre 2 et 10 logements. Pareil, la plupart du temps, alors soit ils ont une double activité, la plupart du temps, soit justement, ils veulent se concentrer sur le marketing, sur entrer des nouveaux contrats, etc. Ils n'ont pas forcément du temps à allouer sur ce genre de tâches de communication. Donc, non, notre scope, c'est un peu tout le monde, ça s'adresse à tout le monde. Du moment que vous y êtes un channel manager, pour l'instant, il faut un channel manager compatible avec notre solution pour pouvoir utiliser Mr. Sherlock. Mais voilà, ça s'adresse à tout le monde.
Ok. Ouais, du coup, tu parles des prérequis là, effectivement. Donc, utiliser channel. Alors, moi, j'aime bien utiliser plutôt le mot de PMS plus que de channel manager, même si. Ouais, c'est différent. Enfin, il y a channel manager, il y a PMS. Ouais, voilà. En fait, aujourd'hui, c'est que les solutions, la plupart font les deux, channel manager et PMS. Mais après, la différence, ça se situe en termes de fonctionnalité. Enfin, la plupart des outils font les deux. Il y en a qui font que l'un ou que l'autre. Mais voilà, un channel, lui, son job, c'est vraiment de travailler sur la synchronisation des calendriers, des prix et la partie messagerie. Après, le PMS, ça va être plutôt tout l'ensemble de fonctionnalités d'outils qui vont servir à l'opérationnel et à faciliter cette partie-là pour le gestionnaire. Exactement. Donc, exactement. La plupart des outils font les deux aujourd'hui. Oui. Un PMS, ça peut être Jana Conciergerie, PassePass. Quand maintenant, ils ont le channel manager PassePass, mais ils ont débuté qu'avec le PMS, voilà. Rental Ninja, enfin voilà, on va pas faire comme on va en citer 3 pour pas. Voilà, mais du coup, ouais, c'est pour ça il y a une petite différence. Ouais, tout à fait. Donc, vous, votre prérequis, c'est vraiment avoir un channel manager. Du coup, c'est vraiment cette fonctionnalité-là qui va vous intéresser, puisque du coup, vous allez utiliser le channel manager pour justement être capable d'envoyer les réponses et d'avoir les questions des voyageurs grâce à ce support-là. Et du coup, comme le channel communique avec toutes les plateformes. C'est ça. Exactement. Voilà, c'est ce qui nous a permis d'aller très vite, parce qu'après, les intégrations sur les OTA directement, donc Airbnb, Booking, etc., c'est des API qui sont privées et sur dossier pour y avoir accès. Donc, voilà, c'est pas on a une idée, on le contacte et ça y est, il nous donne l'API. Voilà, il faut quand même prouver que notre solution fonctionne, qu'elle rencontre un marché, qu'elle répond à un réel besoin, etc. Et ensuite, s'ils voient que effectivement le produit, l'entreprise se développe bien, là ils étudient votre dossier. C'est un peu comme une levée de fonds en fait, clairement. Parce que là, on demande un partenariat et pas de l'argent, mais en gros c'est à peu près pareil. C'est ça. Donc du coup, voilà, pour aller rapidement, on a fait l'optique de se connecter directement au channel manager, qui eux ont fait le travail d'intégration avec la plupart des plateformes de réservation. Et ça nous permet, en fait, du coup, via une seule intégration, d'avoir accès à toutes les plateformes qui sont connectées aux différents channel managers. Donc, voilà. Là, c'est le prérequis, effectivement, de notre côté. Aujourd'hui, on en supporte 4. Donc, Bets24, Superhot, Smiley et Smoobu. Voilà. Prochainement, on va intégrer Hostaway. Il y en aura d'autres qui suivront aussi par la suite. Mais voilà, faut être client utilisateur d'un de ces channel managers aujourd'hui pour pouvoir utiliser notre solution, puisqu'on se connecte chez eux sur vos comptes et ça nous permet de récupérer tous les logements, les données associées, les données de la réservation, des conversations, des messages et de pouvoir aussi... C'est de là en fait qu'on récupère les messages et on pousse les messages à travers aussi le channel manager du coup. Ouais, ok, c'est clair, on comprend bien. Pour entrer un petit peu dans le détail de Mr. Sherlock, du coup, alors quel type de demande Mr. Sherlock va gérer seul, entre guillemets, avant de solliciter un humain? Quel type de demande? Alors, on pense à des choses très simples, style réponse à des messages liés au check-in ou des infos un peu pratiques de manière plus locale. Enfin, voilà. À quoi ça peut répondre de manière simple déjà? Globalement, ça, oui, effectivement. En fait, ça va être tout ce qui est mis à disposition de l'intelligence artificielle au niveau de sa base de connaissances sur un logement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça prend les données du channel, de l'annonce, du livret d'accueil s'il y en a un, et de l'historique de conversation. Donc, à partir de là, déjà, l'IA, ça lui constitue quand même le plus gros de sa base de connaissances. Ça permet de répondre juste cette partie-là, entre 70 et 80% des messages. Donc, ça va effectivement des instructions de check-in, check-out, les codes de boîte à clés, le Wi-Fi, les restaurants à proximité. Exactement. Bon, ça aussi peut faire la recherche Internet. Toutes les informations, où se garer, l'itinéraire, tu vois, un voyageur arrive à la gare, comment je fais pour accéder au logement, enfin voilà, quel est l'itinéraire pour accéder au logement, l'IA peut lui envoyer aussi, même si c'est pas indiqué dans votre guide voyageur, parce que ça va faire la recherche Internet. Toutes les informations qu'il y a dans le guide voyageur et dans l'annonce, en fait, elle va pouvoir y répondre sans souci. Ouais. Plus les informations que vous rajoutez, que l'utilisateur peut rajouter manuellement aussi, s'il y a des petites spécificités par rapport au logement. Donc, ça, c'est possible aussi. Ouais. Typiquement, là, ce qu'on voit assez régulièrement aussi, ça va être tout ce qui est autour d'utilisation d'équipements un peu particuliers. Donc, bon, ça, les trucs classiques, plaques de cuisson, la climatisation, ce genre de choses.
pour des logements qui ont des équipements un peu haut de gamme, type un spa, un sauna, etc. Ça, c'est assez souvent les gestionnaires qui ont ça ont l'information, le tuto sur l'utilisation d'équipements dans leur livret d'accueil, donc à la fois de manière textuelle et par vidéo. Et ça, l'IA, vu qu'elle est à disposition, elle est capable de le retranscrire au voyageur, de lui envoyer la vidéo pour l'utilisation, etc. Donc voilà, c'est vraiment toutes les informations qu'elle a à disposition. D'accord, d'accord. Et est-ce que Mr. Sherlock fait tout ce qui va être envoi de messages automatiques? Parce qu'aujourd'hui, on le fait tous directement au travers nos channel managers. Je parlais par exemple des instructions de check-in, par exemple, tout à l'heure. Ça, c'est un message automatisé qu'on envoie à une certaine heure, à un moment bien précis, par exemple. Est-ce que Mr. Sherlock fait ça ou est-ce qu'on laisse le channel manager Alors, pour l'instant, on laisse le channel manager avec les messages automatiques. Par contre, c'est dans la roadmap. D'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, ça ne sera plus la peine de paramétrer les messages automatiques sur les channel managers, puisqu'en fait, l'IA va pouvoir faire l'onboarding du voyageur, en fait, tout seul. Voilà. Donc, c'est-à-dire une réservation qui tombe, hop, l'IA va pouvoir, remercier le voyageur par rapport à sa réservation, demander le motif du séjour aussi, parce que la plupart du temps, ils ne disent pas en fait les voyageurs et c'est quand même pas mal pour les stats. Et pour aussi vendre des services additionnels aussi. Il faut savoir pourquoi le voyageur vient. On ne va pas lui proposer par exemple un pack romantique s'il vient pour un déplacement pro, quoique. Mais voilà. Donc du coup, voilà. Ça, c'est prévu, mais d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, il y a beaucoup de choses, de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver début d'année 2026. Ouais. Du coup, en fait, on est en train de faire toutes les intégrations avec tous les systèmes de serveurs connectés les plus connus, donc Iglohome, Kinest, Nuki, TTLock, etc. Et en fait, ça va permettre à l'IA de faire toute la gestion des accès aussi. Donc, nouvelle réservation, donc de faire la création d'accès. Si un voyageur modifie les dates de son séjour, donc qu'il le raccourcisse ou qu'il le rallonge, de pouvoir réadapter les accès en fonction. Si jamais il annule, de pouvoir révoquer l'accès aussi pour garantir la sécurité du logement. Et ensuite, une fois que voilà toute cette gestion de création, etc. est faite, de les communiquer au moment opportun. Si par exemple il y a une prise de caution, de vérifier que la caution a été déposée. Sinon, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tout simplement le voyageur ne l'a pas fait? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas validé le 3D Secure au moment de la déposer? Est-ce que le fond sur la carte est insuffisant? Elle aura ces données en fait à disposition. Et l'IA pourra ensuite communiquer en fonction au voyageur, dire éventuellement changer de carte si le plafond est insuffisant, pensez à valider le 3D Secure sur l'application de votre banque sur votre téléphone. L'IA pour aller vraiment plus loin à ce moment-là. Donc là, voilà, il nous reste à intégrer Stripe et Sweekly dans Sherlock. Sweekly aussi, je tiens à le préciser parce qu'il y a certains channel managers qui ne proposent pas l'intégration Sweekly en fait dans leur outil. Et je sais que c'est quelque chose qui est quand même pas mal utilisé dans le secteur. Donc voilà. Et voilà, il nous reste à intégrer aussi 2-3 serveurs connectés en plus. Et puis à partir de ce moment-là, ça sera possible de faire tout ça. Mais pour l'instant, il faut encore utiliser les messages automatiques. D'ailleurs, les voyageurs savent maintenant que c'est des messages automatiques. Ils se rendent compte. Je ne sais pas si tu as déjà eu pour toi, mais il y a des voyageurs qui se rendent compte que c'est des messages automatisés parce que ça a une certaine forme, il y a une structure, que c'est quelque chose d'automatisé. Tout le monde ne le remonte pas en tout cas. Non, mais Mais voilà. Mais c'est vrai que justement, le message automatisé versus un message IA, justement, quelle différence tu donnerais justement entre les deux? Pour moi, j'appellerais ça vraiment un vrai message automatisé. Comment dire? Non, mais parce que moi, quand j'ai commencé dans la location courte durée, tu vois, je voyais les pubs des channel managers et tout, je voyais automatiser la communication. Donc moi, déjà, il y a 6 ans en arrière, je me disais, waouh, en fait, c'est déjà l'IA et tout. Moi, je me suis dit, c'était ça, quoi, tu vois. Alors que pas du tout. Quand je me suis rendu compte, tu vois, tu t'inscris au channel et qu'en fait, il faut que tu fasses des templates de messages, je me suis dit, déjà, à cette époque-là, je me suis dit, mais c'est pas vraiment automatisé. Donc, voilà. Les 3-4 parties qui sont automatisées, c'est mettre le nom dans le milieu, c'est mettre le nom au milieu du message, un code dynamique, et puis voilà. Il n'y a pas grand-chose de personnel. C'est ça, et je m'attendais... voilà. Donc, du coup, la grosse différence, ça va être là. Je veux dire, ça ne sera pas toujours le même message, en fait, en fonction de la réservation. Comme on disait tout à l'heure, ça va humaniser aussi la communication avec le voyageur, puisque, voilà, on va lui poser des questions. L'IA, elle sera proactive sur les questions à poser, etc. Donc, je pense que ça va
clairement, tout à l'heure, tu me posais la question, je pense que ça va révolutionner aussi le secteur au niveau de la communication par rapport à ça. Ouais. C'est pas pour me la péter, mais je pense que oui. Mais clairement, on est sur quelque chose un changement de fond sur la relation voyageur, pour plein de raisons. Et justement, on parlait du ton tout à l'heure, du ton de l'IA et le ton des réponses. Comment vous garantissez ou qu'est-ce qui est paramétré pour justement les réponses soient conformes à ce qu'attend un voyageur en termes d'empathie, d'information, etc. Et aussi que ça colle à l'image de la conciergerie, parce que du coup, c'est hyper important que la conciergerie, entre guillemets, se retrouve dans les messages. Ouais. Alors, nous, aujourd'hui, on n'a pas de personnalisation au niveau du ton employé par l'IA. C'est quelque chose qui arrivera parce que c'est quand même plutôt demandé. Voilà, c'est quand même assez demandé. Mais là, en fait, aujourd'hui, l'IA, en fait, elle est calibrée de sorte de proposer, si tu veux, le même niveau de service qu'un service de conciergerie d'hôtel haut de gamme. Voilà. Donc, en fait, toujours être empathique avec le voyageur lorsqu'il rencontre un problème. Elle adapte forcément aussi ses réponses tout seul en fonction de si le voyageur est très content, s'il n'est pas content. Et puis après, les gestionnaires ont quand même la possibilité de venir donner quelques instructions à l'IA pour, par exemple, employer plus d'emojis dans ses messages quand le voyageur montre des signes vraiment qu'il est content, etc. Ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire, mais ils ne peuvent pas personnaliser entièrement aujourd'hui la personnalité de l'IA. Ouais, justement, je pense à un truc qui est important à personnaliser. C'est par exemple le prénom. Est-ce que, justement, on peut dire à l'IA, tu te présentes en te nommant, je ne sais pas, soit on met le nom de la conciergerie, soit on dit je suis Audrey, l'assistante de. Enfin, voilà, est-ce que c'est. Ouais, alors ça, effectivement, ils ont la possibilité de définir une signature de message. Donc, par défaut, on met le prénom qui a été renseigné à l'inscription, sur le formulaire d'inscription. Et si jamais le gestionnaire préfère mettre, par exemple, l'assistant espace le nom de la conciergerie, il peut. Ou s'il a envie de mettre l'assistant virtuel, l'IA. Du coup, il a cette possibilité-là. Par défaut, c'est transparent pour le voyageur, donc il n'a pas conscience qu'il va parler avec une IA puisqu'on met la signature du prénom et que le message part avec le compte du gestionnaire sur la plateforme de réservation. On n'est pas en cohorte, en fait, si tu veux, surtout sur Airbnb. Du coup, on est vraiment, on envoie le message depuis le compte de l'hôte. Enfin, du gestionnaire. Le compte du gestionnaire, que ça soit. Ça dépend ce qui est paramétré sur le channel, parce qu'aujourd'hui, tu peux choisir entre. Est-ce que le message est envoyé avec le propriétaire, le compte propriétaire de l'annonce ou un gestionnaire. La plupart du temps, c'est le gestionnaire. Pour les investisseurs, forcément, c'est le propriétaire, puisque c'est lui le gestionnaire. Mais voilà. Oui, tout à fait. C'est important de pouvoir de préciser ça, notamment sur Airbnb. Tu as raison, c'est là où, en tout cas, la différence peut être visible. Donc, c'est important de le préciser. D'accord. Alors, justement, on reviendra sur justement les changements pour les voyageurs de discuter avec une IA. Alors, juste avant de parler de ça, justement, comment ça se passe l'intégration vocale, justement, on parlait de ça, et je trouvais que c'était une amélioration vraiment top dans la communication avec les voyageurs, parce qu'évidemment, certains vont nous écrire des messages, et donc on va répondre, mais certains vont décider d'appeler pour tout un tas de raisons, d'ailleurs. Comment ça se passe, comment les informations circulent entre ce qui a été écrit et puis cet appel vocal, comment ça fonctionne un petit peu tout ça? Alors, sur l'appel vocal, donc déjà pour le fonctionnement, quand le gestionnaire active l'abonnement au vocal, donc cette fonctionnalité, on lui attribue un numéro de téléphone. Donc c'est un numéro en 06 ou en 07, et c'est ce numéro qui va renseigner sur les plateformes de réservation, donc sur Airbnb, sur Booking, dans son livret d'accueil, etc. Enfin, là, en tout cas, où son numéro personnel à lui apparaît aujourd'hui, de sorte que si le voyageur doit appeler le gestionnaire, en fait, il passe d'abord par l'intelligence artificielle. Là, pour le coup, c'est transparent pour l'utilisateur. Il sait directement qu'il va parler à un assistant virtuel. C'est une obligation légale de une, et c'est aussi pour l'expérience voyageur. Même si aujourd'hui, l'échange est très fluide, l'IA répond du tac au tac. Il n'y a quasiment pas de latence entre ce que dit le voyageur et ce que va répondre l'IA. Mais après, ça peut encore s'entendre à l'oreille que c'est une intelligence artificielle.
Et, c'est pour pas tromper le voyageur non plus, qu'on soit transparent du coup par téléphone, parce que voilà, en général, normalement, s'ils appellent, c'est qu'il y a quelque chose d'urgent, malgré que la plupart des voyageurs Booking appellent pour des trucs qui sont déjà dans la messagerie, mais ils n'ouvrent pas la messagerie Booking. Je pense à cause de l'appli qui est pas top aussi, mais du coup, ils appellent plus facilement les voyageurs Booking en fait pour avoir le code d'accès, pour savoir comment utiliser tel ou tel équipement, etc. Alors qu'Airbnb, c'est vrai que c'est plus quand même sur la messagerie. Ouais, ça reste effectivement. Et du coup, après sur le fonctionnement, quand le voyageur appelle, il y a une identification qui se fait déjà par rapport au numéro de téléphone. Donc, si en fait le voyageur il appelle avec le numéro qui est associé à sa réservation, l'identification elle est automatique. Et quand l'IA décroche, en fait, elle a déjà toutes les informations à disposition dès la première milliseconde. Donc, elle connaît le prénom du voyageur, quelle réservation, quel logement, et elle a déjà toutes les informations chargées à disposition. Du coup, en fait, dès la première seconde, l'appel est personnalisé. Donc, elle va dire, bonjour Henrik, bonjour Audrey, je suis l'assistant virtuel du logement. Que puis-je faire pour vous? Et puis après, elle va parler aussi directement dans la langue du voyageur parce qu'elle prédétermine la langue en fonction du préfixe du téléphone. Donc, si le voyageur appelle avec un +34, elle se dit, tiens, le voyageur doit être espagnol. Du coup, elle décroche et parle en espagnol. Si jamais, en fait, il parle français ou anglais, elle va basculer automatiquement sur la langue du voyageur. Et voilà. Et après, elle peut répondre à toutes les questions, les mêmes questions, elle a les mêmes capacités que l'IA qui répond sur la messagerie des plateformes. Voilà. Et puis après, ce qui peut se passer, c'est qu'elle peut aussi transférer les appels si le gestionnaire l'a autorisé dans sa configuration. Il peut programmer les heures aussi où c'est autorisé. Par exemple, pour pas te faire réveiller à 4 heures du matin, il peut dire que le transfert d'appel est autorisé de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir. En dehors de ces créneaux, le transfert n'est pas possible. Et si jamais l'IA ne peut pas répondre à une question, en fait, elle notifie le gestionnaire et elle informe le voyageur que le gestionnaire a été prévenu. Et là, le gestionnaire, donc notre utilisateur reçoit une notification sur son téléphone, appel urgent, pourquoi en fait l'IA n'a pas pu répondre, et comme ça, il pourra reprendre la main. Alors, soit il aura la possibilité de rappeler le voyageur ou bien de répondre sur la plateforme. Oui, effectivement. Ouais, tout à fait. Voilà. Et sur l'appel... Pardon, vas-y, termine. Du coup, après, sur les appels, il y a aussi une retranscription qui est faite des appels en direct, en live. Donc, le gestionnaire peut suivre en fait la conversation de manière écrite dans l'application. Et puis, si jamais en fait il a raté un appel pendant la nuit, il peut aller consulter l'historique de l'échange pour que du coup, il puisse vraiment reprendre la main, soit en rappelant le voyageur, soit en reprenant la messagerie. La communication sur la messagerie. Et voilà, il a vraiment tout l'historique de ce qui s'est passé, pourquoi le voyageur a appelé, est-ce que c'était juste une question simple, il est arrivé au logement un peu tard, l'IA lui donne le code de la boîte à clés, dans ce cas-là, pas de problème, pas besoin de rappeler. Ou si c'était vraiment une situation plus urgente, un équipement cassé, ce genre de choses, là, ok, du coup, il a l'information pour intervenir rapidement. Soit il a dans la notification aussi, c'est urgent. Ouais, d'accord. Et justement, ça m'amène sur les cas justement un peu d'urgence ou les cas où il y a besoin d'être humain. Là, oui. À quel moment et comment l'IA va détecter qu'elle doit passer la main? Alors évidemment, si le voyageur appelle en disant je sais pas moi, la machine à café est cassée, comment l'IA va comprendre que c'est urgent ou pas et comment elle bascule? Voilà. Alors en fait, c'est dans ces instructions tout ce qui va concerner, par exemple, équipement cassé. Elle notifie directement le gestionnaire et donc voilà, pour l'informer que il y a un problème, un équipement cassé, etc. L'IA va toujours informer le voyageur comme quoi c'est ok, le gestionnaire est prévenu, ou si c'est un problème qui va nécessiter l'intervention du gestionnaire, là, ça voilà, pour la partie vocale, ce qui va se passer, c'est que si le transfert d'appel est actif, elle propose au voyageur, souhaitez-vous être transféré au gestionnaire pour voir directement avec lui le problème. Et si le voyageur répond oui, du coup, elle transfère l'appel. Du coup, le gestionnaire ensuite reprend ça, lui, en direct. C'est ça. L'IA, alors je ne sais pas si on en parlait tout à l'heure, quand est-ce que l'IA ne peut pas répondre en fait au voyageur au final? C'est ça? Ouais, on peut déjà aborder ce cas-là, effectivement. Ok. En fait, voilà. Donc, quand il y a un manque d'informations, là, pour le coup, ça, c'est pour éviter que l'IA hallucine, en fait, dans ses réponses. Donc, s'il n'y a pas l'information dans la base de données de Sherlock, elle ne va pas répondre et tu vas recevoir une notification
en disant que voilà, manque d'informations, donc c'est toi qui reprends la main. Donc tu reprends la main, tu réponds au voyageur et tu peux du coup rajouter cette information-là dans la fiche du logement. Deuxième point, c'est tout ce qui est prise de décision. Prise de décision sur une modification de réservation, une annulation de réservation, une demande d'upsell pour l'instant. Donc ça changera d'ici début d'année pro, justement, avec l'intégration de Stripe et tout ça. Mais voilà, pour l'instant, là, l'IA ne prend pas de décision. Par exemple, si un voyageur demande une arrivée anticipée et que tu proposes cette option-là en supplément, l'IA va lui répondre que c'est possible moyennant un supplément de 30 €, moyennant voilà, un supplément de 30 € selon les disponibilités de l'équipe, quoi. Ouais, c'est sous réserve de confirmation. Sous réserve de confirmation. Donc là, tu vas recevoir une notification et là, c'est encore à toi de faire le passe-plat, ce qu'on appelle entre le voyageur, l'équipe de ménage, est-ce que c'est OK ou pas, blablabla. Ouais. Ça, d'ici fin d'année, début d'année prochaine, on va intégrer un compte équipe dans Sherlock et donc du coup, directement, la personne concernée recevra une notification ou un message sur WhatsApp pour lui demander est-ce que tu es OK ou pas pour la demande d'arrivée anticipée. Voilà. L'agent d'entretien dit oui, non, et en fonction, l'IA, du coup, va pouvoir répondre au voyageur. Donc, elle va pouvoir aller jusqu'au bout. Mais pour l'instant, c'est un cas où elle ne répond pas. Elle va pas au bout. Elle va pas au bout. Enfin voilà. Elle prend pas de décision. Voilà. Elle prend pas la décision de confirmer. Elle prend pas la décision de confirmer la réalisation du service. D'accord. Et troisième point où ça ne répond pas, j'ai oublié. Les grosses urgences. Les grosses urgences, voilà. Donc voilà, équipement cassé, tout ce qui est dégâts des eaux, s'il y a un problème électrique, etc. Là pour le coup, il faut de l'humain. De toute façon, on est un métier, la conciergerie, qui est un métier humain avant tout, il ne faut pas l'oublier. Nous, on est une solution pour aider les concierges, on le dit tout le temps, on n'est pas là pour remplacer la conciergerie, loin de là, on est vraiment là pour soutenir les humains qui travaillent sur le terrain, quoi, au quotidien. Ouais. Oui, tout à fait. Et du coup, quand l'IA ne peut pas répondre, en tout cas c'est dans la version actuelle, est-ce qu'on peut lui demander de faire un message d'attente pour nous laisser un peu de temps en fait pour répondre tout simplement. Est-ce que l'IA peut se dire, écoutez, dire au voyageur, écoutez, j'ai besoin de consulter mon équipe avant de vous répondre et je reviens vers vous très prochainement ou très rapidement. Ouais. Et nous, ça laisse un peu de temps. Ça, pour les services additionnels, c'est ce qu'elle fait. C'est automatique. Effectivement. C'est ce fait, ouais. Et après, dans les cas où l'IA ne peut pas répondre, donc en fait, dans l'application, sous le message du voyageur sur lequel l'IA n'a pas pu répondre ou n'a pas répondu, en fait, il y a un bouton qui permet de consulter pourquoi l'IA n'a pas répondu. Donc en fait, elle vous donne la raison de qu'est-ce qui l'a conduit à ne pas répondre. Donc ça, c'est une première source d'information qui vous permet soit de rajouter une information parce qu'elle était manquante, et si c'est une situation typique urgence ou valider la réalisation d'une prestation, vous avez un petit bouton dans l'application qui vous permet de demander à l'IA de générer une réponse pour vous en suivant des instructions que vous allez lui donner. Donc par exemple, voilà, je sais pas, un voyageur demande est-ce que je peux apporter je sais pas, est-ce que je peux avoir tel ou tel truc, et en fait vous marquez les instructions, l'IA va rédiger la réponse et ensuite si elle vous convient, vous l'envoyez. D'accord. On peut pas prompter. Ce qui veut dire, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que toi, en tant qu'utilisateur, c'est ce que tu veux dire, s'il y a un équipement cassé ou quoi que ce soit, que nous, qui marque dans les instructions, répond en fait dans le cas où, tu vois, le message est en attente, etc. Donc ça, ils peuvent le mettre. Tu peux mettre des instructions dans Sherlock, ouais. Ouais, ok. Oui, parce qu'il pourrait y avoir. Ouais, parce qu'on peut très bien avoir. En plus, on pourrait avoir un comportement différent d'un bien à un autre pour plein de raisons. Certains biens où on va fonctionner d'une certaine manière. D'autres biens, moi, par exemple, je dis ça parce que j'ai le cas sur des biens, entre guillemets, que j'appelle standards et des biens qui sont très haut de gamme. Oui. Je n'ai pas les mêmes process pour l'un et pour l'autre. Donc, c'est normal, ouais. Donc là, tu peux personnaliser par logement, en fait, les instructions que tu donnes à l'IA. Ouais. Mais tu peux appliquer aussi une même info, une même instruction à plusieurs logements. Oui, tout à fait. Au choix, D'accord, ça marche. Pour rester un petit peu dans les limites, en tout cas les points un peu plus limitants, côté voyageur, est-ce qu'il y a des réticences justement à parler à une IA, que ce soit à l'écrit ou en vocal? Alors c'est vrai qu'en vocal, tu l'as dit, réglementairement, il faut indiquer que c'est une IA. À l'écrit, peut-être qu'un jour ça arrivera, d'ailleurs j'en sais rien. Est-ce que les gens sont réticents? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Non, j'ai pas eu de retour à l'écrit. J'ai jamais eu de retour de voyageurs. En tout cas, même de nos clients, on n'a jamais eu de retour de voyageurs disant oui, c'est une IA qui m'a répondu, c'est pas normal, etc. Donc ça, on n'a jamais eu le cas.
Par contre, en vocal, j'ai déjà eu le cas où la personne, en fait, vu que l'IA peut pas répondre, en fait, à certains messages, donc elle va pas forcément répondre. Si tu n'as pas le transfert d'appel d'actif, en fait, si tu mets un moment après à répondre en fait au voyageur suite à sa demande, là oui, il va capter que c'est une IA et il va dire que voilà, c'est pas réactif. Mais là, pour le coup, c'est pas la solution qui pose problème, c'est plutôt la conciergerie qui n'a pas répondu assez rapidement en fait à la demande du voyageur. Donc c'est pour ça il faut être faut bien séparer les deux. Et les voyageurs, on a eu un retour d'une cliente qui nous disait par rapport au vocal. En fait, la plupart, ils pensent que c'est un répondeur intelligent. Je te rappelle, elle nous avait dit ça. J'ai dit bon, ok, mais en fait, les gens sont contents parce qu'ils appellent et ils veulent une réponse rapide. Donc, que ce soit un humain ou pas, en fait, ils s'en foutent un peu, hein, clairement. Ils veulent vraiment une réponse rapide. Donc, 99% des voyageurs qui sont passés par l'IA au téléphone, ils étaient plutôt contents. Et franchement, c'est moins de 1% où on le voit aussi passer des fois dans les retranscriptions où le voyageur dit ah bon, c'est une IA, c'est dommage ou quoi, mais franchement c'est vraiment un très faible pourcentage des appels. Et pour le coup, tu vois, c'était quelque chose qu'on avait un petit peu peur au lancement de la fonctionnalité. Parce que voilà, c'est pas ça se concrétise, ça se démocratise de plus en plus dans nos vies, comme on l'a dit en début. Mais voilà, il peut y avoir des personnes qui sont un peu réticentes, parce qu'ils ont l'impression de voilà, comme quand tu as un problème toi dans ta vie perso et que tu appelles et que tu tombes sur un standard qui est robotisé, t'as envie de péter un plomb. Voilà, c'est pas... mais là franchement, c'est très minoritaire. Donc on est plutôt content. Il y a une bonne adoption aussi du vocal, tu vois, parce que comme tu disais, c'est assez récent comme techno, donc ouais, c'est top. Après, c'est vrai que pour l'instant, c'est peut-être encore en cours de transition, mais c'est vrai que d'une manière plus générale, je pense qu'il va y avoir de l'IA de plus en plus dans les plateaux d'accueil téléphonique. Ouais, clairement, je pense que déjà, on le voit dans notre quotidien, dans la vie perso. Voilà, t'as Total Energy qui t'appelle, c'est une IA, tu vois. Ah non, mais c'est vrai. Sauf qu'elle ne se présente pas comme assistant, comme quoi c'est une IA, quoi, tu vois. Mais ça va être de plus en plus démocratisé et en fait, il faut savoir vivre avec son temps, j'ai envie de dire. Donc, il faut s'adapter. Hein. Et les voyageurs, ils vont s'adapter aussi. Et j'ai fait quelques posts aussi sur les réseaux où même les voyageurs utilisent l'IA, en fait. Que ce soit pour déposer un commentaire ou pour répondre à un message, parce qu'ils oublient d'effacer, tu sais, la génération de prompts avant. Enfin bref, et c'est assez rigolo. Donc, en fait, c'est pas que les professionnels qui se mettent à l'IA, c'est-à-dire que c'est la population en général qui se met à l'IA. Donc, il faut s'adapter. Oui, tout à fait. Et justement, on parlait de ça. C'est vrai que si je me mets à la place aujourd'hui d'une conciergerie qui est un petit peu plus volumineuse que simplement une conciergerie avec un solopreneur, elle avait potentiellement une ou plusieurs personnes justement qui s'occupaient de répondre aux voyageurs. Avec ce type de solution, il y a moins besoin de cette personne-là. Hein. Par contre, on pourra probablement la recentrer sur autre chose, probablement. C'est quoi un petit peu vos conseils ou vos pratiques ou vos échanges que vous pouvez avoir avec des conciergeries qui seraient un peu plus, un petit peu plus soit nationales ou en tout cas plus volumineuses? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment vous les accompagnez en fait là-dedans? Nous, ce qu'on voit, ce qui marche très bien, c'est vraiment un combo gagnant, c'est City Manager plus l'IA. Parce que du coup, l'IA va prendre en charge la très grande majorité des échanges. Et là où elle ne peut pas agir parce que ça nécessite une intervention sur place pour résoudre un problème, ou parce que l'IA n'a pas l'information, le City Manager, en général, reprend la communication à ce moment-là. Mais du coup, il n'est pas sans cesse interrompu toute la journée et ça lui permet vraiment de faire les tâches opérationnelles sur lesquelles il y a vraiment une action et une valeur à apporter. Et ça, c'est vraiment effectivement Ça, c'est plus pour les conciergeries moyennes, on va dire, entre 20 et jusqu'à 70 logements. Au-delà de 70 logements, effectivement, comme tu disais, ils ont quand même des gens dédiés, en fait, à distance ou où ils sont une personne qui est au bureau en fait clairement et qui s'occupe de toute la partie administrative dont les appels téléphoniques et la communication voyageur. Ce que permet Sherlock en fait, si tu veux, pour ce type de conciergerie, c'est éviter d'embaucher une personne en plus, clairement, on va pas se mentir,
C'est vrai, c'est un gain de coût quand même. Ou alors, si tu embauches la personne en plus, c'est pour faire d'autres tâches, comme tu disais, plus spécifiques. Donc, tout ce qui est, je sais pas, moi, par exemple, gestion des cautions, faire du commercial, en fait, appeler des propriétaires, etc. Tu peux plus orienter, en fait, les tâches à faire à cette personne-là que sur de la tâche sans valeur ajoutée qui est répondre à un code Wi-Fi ou voilà, j'ai pas accès au code de la boîte à clés alors qu'il y a déjà eu 3 messages avant avec le code. Enfin, tu vois, c'est vraiment recentrer en fait cette personne-là qui est dédiée à cette tâche-là sur d'autres choses à valeur ajoutée. Je trouve que c'est gratifiant aussi pour la personne qui est embauchée. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, une autre question qui est en lien un peu avec ça, on sait qu'il y a comme je disais tout à l'heure, des biens que moi je considère un peu plus standards versus des biens qui sont beaucoup plus haut de gamme. Et là, pour le coup, la relation voyageur, c'est potentiellement une tâche à haute valeur ajoutée, potentiellement. Oui. Est-ce que Mr. Sherlock peut être indiqué quand même dans ces cas-là? Est-ce qu'au contraire, sur ce type de bien, on ne doit pas du tout activer l'intelligence artificielle? C'est quoi un peu votre position par rapport à ça? Alors, nous, on a eu des clients, effectivement, qui ont cette typologie de biens, qui ont un peu comme toi, à la fois des logements plutôt standards et plutôt luxe. Sur les logements standards, en fait, son autopilote, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a les 2 modes de fonctionnement. Donc, autopilote, copilote. Par défaut, c'est le copilote. Donc, l'IA prépare la réponse, mais c'est un envoi manuel. C'est le gestionnaire qui décide d'envoyer la réponse de l'IA. Et l'autopilote, c'est le mode vraiment 100% automatique. Le message part tout seul sur la plateforme. Et du coup, les 2 cas qu'on a vus, c'est soit les logements typés luxe restent en copilote et c'est le gestionnaire qui décide d'envoyer la réponse et éventuellement de la retravailler un petit peu, ou alors en fait ils activent pas l'IA sur ces logements-là, ils préfèrent garder la main en fait à 100% sur ce type de logement. Oui, il active uniquement la nuit. Ouais, aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre le soir, tu vois. Il active uniquement de 22h à 8h du matin, quoi, tu vois. Au cas où s'il y a une urgence, enfin, s'il y a un message, en fait, du voyageur et qu'il puisse être hyper actif. Mais c'est vrai que tout ce qui est segment luxe, logement de haut de gamme, déjà, l'accueil, en général, il est physique. En général. Du coup, voilà, c'est à ce moment-là que tu prends le contact. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille avec les conciergeries que j'accompagne. C'est vrai que logement haut de gamme, il vaut mieux faire un accueil physique quand c'est possible. Mettre une boîte à clés au cas où s'il arrive à 23h ou minuit. Enfin, voilà, si le voyageur arrive tard, voilà. Mais proposer les deux, quoi. Proposer les deux. Donc, ouais, c'est plutôt notre vision sur ça, ouais, pour l'instant. Ah, ok. Non, mais c'est super intéressant. C'est que, effectivement, moi, je pense que sur les biens haut de gamme, la relation avec le voyageur, c'est une action à haute valeur ajoutée. Ouais. Et c'est, en fait, quelque part, c'est aussi, ça se retrouve dans ce qu'on lui facture, en fait, quelque part. Eh oui. Oui. Et donc, c'est vrai que sur ce segment-là, je considère que c'est de la haute valeur ajoutée. Par contre, en effet, d'avoir les deux, c'est-à-dire la nuit, typiquement, d'avoir une IA qui va pouvoir prendre le relais, et puis après, en journée, on reprend la main, je trouve qu'effectivement, c'est une bonne combinaison. Ça permet de faire du 24-24, quoi, en fait, tout simplement. Et ça, c'est de la valeur ajoutée, pour le coup. C'est de la haute valeur ajoutée pour le voyageur. Donc, ouais, c'est une bonne combinaison à mettre en place. Ouais. Alors oui, on parlait d'upsell tout à l'heure, c'était pas encore, c'est pas encore paramétré dans l'outil, et ça sera pour un petit peu plus tard. Les voyageurs qui ont des demandes alors je vais pas parler de prolonger une nuit, mais pas plutôt, voilà, j'avais, je sais pas, il y a un jacuzzi qui est à louer à part, par exemple, de la réservation. Le voyageur voudrait prendre 1 heure de jacuzzi. Okay. Aujourd'hui, l'IA, comment elle gère? Elle ne répond pas du tout. Comment ça fonctionne là aujourd'hui? Alors, en fait, ça dépend de ce qu'a mis le concierge dans Sherlock en information. C'est-à-dire que s'il a un lien statique, Stripe par exemple, pour l'accès en fait au spa avec le supplément, etc., il peut le mettre dans les informations complémentaires en fait que s'il demande accès au spa, envoyer le lien Stripe. Voilà, on est d'accord. Ouais, en fait, c'est ça. Mais voilà, voilà. En gros, le fonctionnement par défaut de l'IA, c'est que très souvent, pour la réalisation des services additionnels, il faut confirmer la faisabilité. C'est ça. Par contre, les gestionnaires ont la possibilité de dire que, en fait, un voyageur demande quelque chose, la confirmation, elle est systématique parce qu'en fait, tout le processus de la conciergerie a été fait, pensé de sorte que c'est toujours accordé. Voilà, c'est toujours accordé. Donc, dans ce cas-là, ça, ils peuvent le préciser. Et effectivement, voilà, typiquement, un voyageur qui demande l'accès au spa pendant 1 heure,
c'est quelque chose qu'on peut renseigner sur le logement, dire voilà, un voyageur demande l'accès au spa, tu confirmes, tu lui envoies tel lien pour réaliser le paiement, et ensuite, en général, il reçoit du coup les instructions pour accéder au truc. Une fois que le paiement est validé. Donc là, c'est cette partie-là encore qui n'est pas automatisée complètement parce qu'on n'a pas intégré Stripe dans Sherlock, donc on ne sait pas quand le paiement est validé ou pas. Donc là, encore pour l'instant, il faut que le gestionnaire, le concierge, le propriétaire vérifie sur Stripe si le paiement est bien passé, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Et donc, à l'avenir, quand ça sera intégré, l'IA prendra aussi la main sur des potentielles questions du voyageur sur cet upsell qu'il aura fait. Ouais, ça sera possible, ouais. Effectivement. Parce que je pense qu'il y a une question aussi de process avec la conciergerie et puis le prestataire qui s'occupera de l'upsell, parce que parfois ça peut être un prestataire externe. Oui. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça, là, d'ici, comme je te disais, fin d'année, début d'année prochaine, on va créer un groupe, en fait, un système d'équipe dans Sherlock, et tu pourras rajouter en fait tous tes prestataires, donc ménage, tes prestataires d'upsell. Par exemple, si tu as un partenariat avec un VTC, avec, je sais pas, une personne qui fait des petits déjeuners, enfin bref. Et tu pourras rentrer en fait tout ton personnel, on va dire, en gros. Et du coup, là, ça sera vraiment automatisé du début de la demande du voyageur jusqu'à la création de l'upsell, quoi. Ah, génial. Voilà. Donc, ça va être une pépite, on a hâte. Ouais, tout à fait, parce que mon problème avec les upsells, c'est un truc que j'aime bien, les upsells. Mais je trouve que, à part pour les biens haut de gamme, je trouve que pour les biens plus standards, l'effort qu'on met pour justement mettre en place versus la marge qu'on récupère, pour l'instant, moi, j'ai pas réussi à trouver un équilibre. C'est clair. Donc, et justement, un des points, c'est ce problème de process. C'est qu'il faut réussir à suivre ou à garder la main au bon moment et à informer tous les prestataires comme il faut. Enfin, vraiment que ce soit très optimisé. Et il manque un outil aujourd'hui, enfin à mon sens en tout cas, il manque un outil qui fait ça. Sherlock sera une des briques, je pense, parce que du coup, il y a des outils qui existent pour les upsells, la CozyUp qui existe et qui est très utilisé, mais il va pas jusqu'au bout, il me semble pas. En fait, je crois pas qu'il envoie une notification aux prestataires concernés, etc. Il me semble pas. Non, la dernière fois que je l'avais vu, en tout cas, parce que ça évolue tellement vite aussi, tout ça. C'était pas encore d'actualité, mais depuis ça a peut-être changé. Je sais pas. À voir. Ouais, voilà. Et en tout cas, voilà, c'est intéressant de pouvoir justement, si on a un outil qui nous permet de faire ce process de facturation, etc., fait par un outil, et de réussir à intégrer Mr. Sherlock pour s'assurer de la relation et de la communication, en fait, on a tout gagné. C'est ça. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment très important. Et c'est très important aussi pour la marge. Surtout, là, je parle pour les conciergeries parce qu'on s'est fait une réflexion, c'est que les investisseurs ou les sous-loueurs, ils font pas beaucoup d'upsell, en fait. C'est pas leur priorité. C'est clairement pas leur priorité parce qu'en fait, ils récupèrent 100% de la somme de la réservation. Un concierge, il récupère entre 20 et 30% de la somme. Donc, c'est pas pareil, quoi. Donc, effectivement, c'est fait cette réflexion, Ouais, tout à fait. Ok. Si on part un petit peu maintenant sur l'impact pour les conciergeries, qu'est-ce que ça a changé pour eux? Alors, on a donné déjà quelques exemples, mais est-ce que là, vous auriez, je sais pas, un exemple d'un client qui aurait mis en place les services? Qu'est-ce qu'il a gagné? En quoi il a été satisfait? Est-ce que ça a changé sa vie? Écoute, là, cet été, j'ai eu pas mal de retours sur WhatsApp, etc. Parce qu'on a des groupes, en fait, WhatsApp avec nos clients Sherlock. Et j'ai eu plein de retours. Tu m'as sauvé mon été. Merci beaucoup. Parce que voilà, en fait, l'été, on le sait très bien, les voyageurs, ils sont très pointilleux parce qu'ils payent leur location plus cher aussi. Donc, comme tu disais tout à l'heure, avec le luxe, les logements haut de gamme, plus tu payes ton logement cher et plus tu es exigeant. Donc, ça, c'est normal, c'est humain. Et donc, du coup, on a eu pas mal de retours comme ça. On peut parler aussi de Virginie qui nous avait dit que franchement ça lui a vraiment enlevé un poids dans son quotidien parce qu'avant elle était tout le temps, comme je te disais avant, constamment sur son téléphone, à essayer à répondre à la moindre petite question et tout, et maintenant elle est vachement plus disponible pour les véritables problèmes, et pas pour des questions lambda. Donc du coup son cerveau est plus frais, plus dispo, et elle peut répondre de façon plus humaine, on va dire, clairement. Quand il y a vraiment de véritables urgences et de véritables problèmes, parce qu'un concierge est là pour régler les problèmes. On va pas se mentir, mais voilà.
c'est le boulot, c'est la tâche principale, j'ai envie de dire. Donc, voilà. De vente, c'est ça, quoi. C'est ça. Et le gain de temps, hein, clairement. Ça, c'est l'argument pour te donner des chiffres assez concrets, toi, la conciergerie de Strasbourg avec laquelle tu travailles, 30 logements, c'est à peu près 65 heures, entre 60 et 65 heures par mois de récupérer par rapport à la communication, avec un taux de réponse qui est entre 73 et 75%. Parce que là, c'est une conciergerie qui a beaucoup de... les voyageurs demandent très souvent les mêmes upsells, hein, donc arrivent anticipés, les parts tardives. Du coup, là, c'est les moments où l'IA va s'arrêter et donc le gestionnaire reprend la main. Mais tu vois, typiquement, des conciergeries qui ne proposent pas d'upsell, le taux de réponse peut même monter à 80-85. Ouais, ok. D'accord. Et je voudrais pas qu'on oublie nos propriétaires aussi dans tout ça. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup là de ce qu'on fait dans notre conciergerie avec les voyageurs, etc. Est-ce que justement d'utiliser l'IA dans la relation avec les voyageurs, est-ce que ça peut quelque part rassurer nos propriétaires sur le fait qu'on répond vite, qu'on répond bien, qu'on est actif et qu'on est proactif aussi parfois, certainement. Alors, est-ce que ça rassure les propriétaires, ça? Est-ce que vous avez un retour? Alors, j'ai quelques retours. Il y a les deux. Les deux sons de cloche. Les deux sons de cloche. Il y en a, il vaut mieux pas leur parler d'IA. Clairement, parce qu'en fait, ils disent, ils disent, je vous paye vous, c'est pas pour que ce soit un robot qui fasse votre boulot à votre place. Sauf qu'ils réalisent pas en fait tout ce qu'il y a à faire en tant que concierge et qu'on n'a pas que leur logement à s'occuper et que voilà. Donc ça, voilà. Moi, je dirais. Il y en a qui nous posent la question, est-ce que je dois être transparent en fait, avec mes propriétaires ou pas? En fait, ça dépend du propriétaire. Je peux pas, là, c'est vraiment une réponse, un peu… à faire au cas par cas. Voilà, au cas par cas. Et par contre, il y en a qui sont à fond dans la techno. Je suis en échange avec plusieurs propriétaires pour la conciergerie de Strasbourg et qui adorent parce que, ils utilisent tout le temps l'IA, ça les dérange pas. C'est une question de générationnelle aussi, je trouve. Voilà. Pour l'instant, c'est encore une question générationnelle. Les plus de 50, ils ont un peu de mal, on va dire. Même plus 60. On a des clients qui ont une soixantaine d'années et qui adorent l'IA. On était très surpris d'ailleurs, mais en général, je parle en général. Assez souvent des personnes qui avaient 60 ans passés et qui sont très à fond sur la techno, automatisation, nos codes et tout. qui ont construit des petites automatisations de leur côté. Et c'était vraiment pas mal. Mais voilà, pour les propriétaires, ça dépend vraiment du type de propriétaire. Ça peut être un argument de vente aussi quand même, quand tu as un rendez-vous avec un prospect, etc., pour récupérer un logement, tu peux dire que clairement, on répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au message. Alors, à toi à voir si tu es à l'aise avec ça quand tu en parles. Tu peux dire que par exemple, c'est que la nuit, si tu vois que le propriétaire, il tique un peu… sachant que de toute façon, si tu as déjà un historique d'utilisation, après, quand tu rentres des nouveaux contrats, tu peux aller voir le propriétaire en lui disant regardez les notes qu'on a sur la partie communication, c'est 5 étoiles systématiquement. Exactement. Et ça, c'est vrai typiquement sur la conciergerie de Strasbourg. La communication, on est au top. La communication, c'est tout le temps 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Golden Tree conciergerie. Non, mais franchement, c'est au top et vous pouvez aller voir d'ailleurs, concrètement, parce que c'est bien beau d'entendre parler les fondateurs d'une solution, mais peut-être aller voir aussi les commentaires des conciergeries qui utilisent la solution. Donc ouais, non, franchement. Après, comme je te disais, les propriétaires, ça dépend. Ça dépend de leur mindset sur ça, quoi. Ouais, tout à fait. La question qui suivait, c'était effectivement comment on valorise ce service-là, et moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est que on n'est pas nécessairement obligé de préciser au propriétaire qu'on va utiliser de l'IA, on n'est pas obligé. Par contre, on peut lui dire qu'on va offrir un service 24 heures sur 24, et que pour ça on est équipé, outillé, entouré, et qu'on va assurer ça sans souci. C'est comme la tarification en vrai. Il y en a qui délèguent un service humain, il y en a qui utilisent des outils d'automatisation, etc. Le propriétaire, il n'est pas censé savoir quelle solution tu prends en fait. C'est ton business, c'est toi qui gères, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui permet de valoriser, je trouve, le 24 sur 24 et puis de le faire en vrai, parce que… De le faire, oui. C'est clair. C'est un autre point, mais on en parlera dans un autre épisode. Mais c'est beaucoup plus serein aussi
Moi, je sais que pour ma part, je ne propose pas justement de service 24 sur 24, en tout cas en termes de relation avec les voyageurs, même si on leur explique que dans les faits, on va être présent sur une large plage horaire, mais ce n'est pas 24 sur 24, quoi. Et moi, je le dis de manière claire, par contre, avec mes propriétaires avant de démarrer. Mais après, c'est clair, tu as raison, il faut cadrer les choses avec le propriétaire, expliquer comment tu fonctionnes. Après, j'ai vu aussi qu'il y a des conciergeries qui le disent clairement à leurs voyageurs. On est disponible de telle heure à telle heure. C'est-à-dire que la nuit, si vous m'envoyez un message, je pourrais répondre que le lendemain à partir de telle heure. Il y a des conciergeries qui fonctionnent comme ça aussi avec leurs voyageurs. Ouais, tout à fait. En tout cas, voilà, je trouve un argument je trouve intéressant, en tout cas auprès d'un propriétaire, et après à voir si on effectivement le déroule aussi après avec le voyageur. Mais en tout cas, côté propriétaire, je trouve ça intéressant. C'est une vraie plus-value avec un vrai service où on annonce qu'on est 24 sur 24 et c'est le cas, quoi. Donc je pense que pour le coup, pour un propriétaire, c'est rassurant et c'est une vraie plus-value pour se dire que le bien sera suivi, géré, etc. Quoi. Donc, ok, ça marche. Alors, je connais un peu la réponse, mais j'ai quand même posé la question. Comment vous voyez un petit peu l'avenir de Mr. Sherlock? Est-ce que pour vous, justement, l'IA, d'une manière plus générale, dans la relation avec les voyageurs, est-ce que c'est pour vous quelque chose qui va finir par être un standard dans toutes les conciergeries? Est-ce qu'il y aura des subtilités? On parlait des biens haut de gamme tout à l'heure. Comment vous voyez un petit peu l'avenir de tout ça? Alors, moi, perso, je pense qu'effectivement, ça va devenir un peu un standard. Pas forcément sur la conciergerie qui démarre ou qui veulent rester sur un petit portefeuille, parce qu'il y en a, et puis elles ont, enfin, voilà, c'est ok, quoi. Il y en a qui font ça, voilà, comme une deuxième activité, passion, etc. Donc là, forcément, de ce côté-là, elles n'auront pas forcément l'utilité de prendre, enfin, en tout cas, de déléguer la communication via un outil IA, ou encore quoique ils pourraient le faire, mais que le soir, qu'on en a parlé. Mais aussi, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais du coup, oui, je pense qu'après, ça va devenir quand même de facto un standard sur la plupart des conciergeries, parce que ça permet vraiment de libérer un temps qui est considérable. Puis l'expérience voyageur aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que un humain ne peut pas. On est des humains. D'ailleurs, c'est toujours la phrase je suis pas un robot, je suis un humain. Oui, ben voilà. Donc, ça veut tout dire. Je veux dire, si tu veux une expérience voyageur au top, en fait, où tu as toujours ce côté empathique, cette réactivité, n'oublions pas qu'on est staté aussi par les plateformes. Voilà, il faut répondre rapidement, en fait, que ce soit sur Booking ou Airbnb, parce que tout le monde parle d'Airbnb, mais Booking aussi nous state sur le temps de réponse. Donc, pour tout ça, en fait, moi, je pense que ça va devenir un standard, l'IA. Ça devient un standard dans plusieurs métiers déjà. C'est comme tu disais, les plateformes téléphoniques, etc. Je pense personnellement qu'à terme, ça n'existera pratiquement plus. Alors oui, c'est dommage pour l'emploi quelque part, mais de notre côté, je me dis, pour l'avoir vécu, j'ai travaillé dans une plateforme téléphonique avant, avant tout ça, c'est pas un travail à valeur ajoutée. Je veux dire, c'est pas, voilà. Donc quelque part, est-ce que les personnes qui travaillent dans ce genre de secteur, voilà, il ne faudrait pas les former pour quelque chose de plus gratifiant pour elles-mêmes aussi, parce que quand tu te lèves le matin, tu as envie de faire quelque chose qui soit gratifiant aussi, que tu te dises je sers à quelque chose. Donc ouais, moi je pense que ça va être un standard. Et je pense que, comme tu disais, tout ce qui est segment luxe, là pour le coup, on verra par rapport au développement des IA, etc. Mais je pense que l'humain en présentiel, c'est quand même très important aussi pour certains logements. Donc ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair. Donc, à voir par la suite. Tu sais, ça évolue tellement vite. Voilà, de mois en mois. J'ai même pas envie de dire d'année en année, mais c'est de mois en mois, là. Tu vois, tout ce qui est vocal, tout ce qui est même réactivité de l'IA, etc., et personnalisation, tout. Ça évolue très vite. Donc, qui sait, peut-être que dans un an ou deux, même les logements luxe, typés luxe, utiliseront aussi l'IA. Oui, tout à fait. Mais, c'est vrai que il y a une transition, en fait. Il y aura une transition et on ne sait pas trop après. En tout cas, pour parler du luxe, par exemple, ou du haut de gamme, c'est vrai que moi, je me pose la question, je n'ai pas d'idée arrêtée sur le fait qu'il ne faut pas utiliser l'IA ou il faut absolument l'utiliser. Je n'ai pas d'idée arrêtée. Après, j'ai une idée là, tu vois, si tu fais un logement de luxe, tu mets une connexion Alexa ou quelque chose comme ça, tu vois, et que le voyageur, il est dans la maison, il demande comment utiliser la plaque de cuisson et que c'est une IA qui lui répond, c'est génial.
Tu vois, si t'as un petit robot en fait, R2D2, c'est 3 PO dans le logement en fait qui te fait tout, c'est génial. Et c'est de l'IA et c'est de la robotique, donc et c'est du luxe. Donc c'est pour ça en fait, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Ouais, il y a une petite transition et il y a une question de temps. Il faut que ça vienne dans les habitudes, dans les mœurs. Ouais. Ok. Alors, avant de passer à la dernière partie, peut-être une dernière question, parce que je pense que ça, Mr. Charlotte peut intéresser justement les personnes qui nous suivent. Comment ça se passe quand on veut opter pour vos services? Voilà, comment ça se passe l'onboarding? Qu'est-ce qu'il faut comme prérequis? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut comme prérequis? Comment ça se passe jusqu'au jour où je démarre avec concrètement avec Mr. Sherlock sur mon logement? Ok, le seul prérequis, on en a parlé, c'est le channel manager. C'est vraiment le seul et unique prérequis obligatoire. Sans ça, malheureusement, on pourrait pas utiliser Mr. Sherlock. Et après, pour démarrer, alors nous, ce qu'on conseille, c'est quand même prendre un rendez-vous de présentation, parce qu'en fait, du coup, c'est un rendez-vous de présentation, mais aussi d'onboarding, parce qu'on présente vraiment toute l'interface, toute la solution, comment ça fonctionne, comment paramétrer les logements, le service, la messagerie, etc. Et ensuite, du coup, par contre, le gestionnaire est 100% autonome pour s'inscrire, pour connecter son channel, aller sur les logements, renseigner un livret d'accueil, compléter la fiche. L'onboarding est très très rapide. On a fait exprès que c'est un choix de notre part parce qu'on sait que voilà, paramétrer un channel manager ou d'autres outils, c'est assez fastidieux. Donc nous, voilà, déjà qu'on est une branche qui se met sur le tronc d'un arbre, ce que vous avez dit, un client en visio, là, il y a 2 jours, je trouvais ça trop beau comme métaphore. Il faut que ce soit rapide. Je veux dire, voilà, donc ça se fait en 3 clics et c'est assez simple, ouais. Mais c'est vrai que la petite visio, c'est quand même cool, comme ça, on fait connaissance et si, voilà, vous avez des questions, particulièrement par rapport à votre conciergerie, parce que chaque conciergerie a ses propres process, chaque personne a ses propres process. Donc, c'est bien aussi qu'on fasse un rendez-vous visio pour vous aider sur tout ça. C'est ça, des fois, ils ont peut-être besoin de conseils pour des cas particuliers, comment les rentrer dans l'IA, dans la suite du logement, de sorte que l'IA puisse les gérer avec une bonne instruction bien rédigée. Voilà. Et après, du coup, c'est vrai que les gens qu'on a en présentation et qui s'inscrivent dans les quelques jours qui suivent, en général, 99% du temps, on crée un groupe WhatsApp en fait avec nous et la conciergerie, le gestionnaire, ce qui fait que quand ils ont des questions après de support au début pour les premières phases, ils peuvent nous faire un retour, nous poser la question quand ils ont des idées d'amélioration. Et puis sinon, après, il y a la bulle de chat sur le site, donc c'est la bulle de support, c'est nous aussi qu'on répond. Pas l'IA. Répondons. Pas l'IA, là, pour le coup. Il faut garder l'humain quand même. Voilà. Et voilà, mais après, sinon, il y a plein de gestionnaires aussi qui arrivent sur le site, qui s'inscrivent directement et qui, en fait, suivent le flux d'onboarding de l'application. Donc, ils sont pas forcément spécialement perdus. Ils ont accès aussi à la documentation, donc qui est très bien écrite, qui reprend exactement ce que nous on décrit à l'oral lors des présentations, avec des tutos en images, écrits. Bientôt, on va rajouter aussi des tutos en vidéo. Mais l'interface a été pensée vraiment pour être ergonomique, fluide, la plus simple d'utilisation possible. Il est vraiment très intuitif. Donc, autant il y a des outils, c'est des usines à gaz, autant nous, c'est vraiment le retour qu'on a, c'est que c'est très très simple d'utilisation, de configuration. Et voilà, en 3 minutes, même pas, ton channel est connecté. Tu mets moins de 10 minutes à faire la fiche d'un logement. Si tu as les mêmes infos à appliquer sur plusieurs logements, tu les sélectionnes, tu rajoutes l'info et elle s'applique en 3 clics sur tous tes logements. Tu n'as pas besoin de le faire un sur chaque logement. Donc voilà, c'est vraiment très simplifié. Et puis voilà, c'est franchement en une demi-après-midi, une après-midi max, si tu as un très gros portefeuille, tu peux commencer à lancer l'IA. Elle pourra peut-être pas forcément gérer 90% de tes questions, mais déjà avec les infos que tu as du channel, de l'annonce de ton livret d'accueil et ton historique de conversation, elle fait déjà 70% de tes messages. Donc, ça permet de démarrer très, très vite. Ok, c'est cool. C'est cool, ça. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu déjà à tout ça. Ce que je propose, c'est qu'on passe maintenant à la dernière partie de ce talk show. Donc, on va passer sur le quiz. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, le quiz, donc c'est une séquence de plusieurs questions, une bonne dizaine de questions, plutôt courtes, qui appellent des réponses
plutôt courtes normalement. Alors, je sais on va essayer de tenir la route. Parfois, ça peut être des questions pour ou contre, avec une possibilité de vous expliquer évidemment. Est-ce que vous êtes prêts pour cette dernière partie? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Pour ou contre un check-in 100% géré par l'IA? Pour. Pour, ouais. Enfin, ça dépend. Ça dépend du standing, mais ouais, on va dire pour en général, ouais. Les voyageurs préfèrent parler à une IA bien formée plutôt qu'à un humain qui est un peu débordé. Vrai. Oui, clairement. Ouais. 100% vrai. D'après vous, est-ce que l'IA pourra un jour gérer les incidents techniques? Ça dépend lesquels. Ouais. Voilà. C'est compliqué. Tu vois, typiquement, je sais pas, moi, il y a une coupure d'électricité dans le logement. Aujourd'hui, si l'IA sait où se situe le tableau électrique, elle peut dire aux voyageurs, allez voir le tableau électrique qui est dans le placard en face de la porte d'entrée pour vérifier si tous les boutons sont bien allumés et éventuellement renclencher le disjoncteur. Ça, c'est une situation qu'elle peut gérer aujourd'hui. Après, les incidents... les gros incidents, je pense que soit dans tous les cas il faut une intervention humaine ou alors il faudra attendre l'avènement des robots domotiques que tu as chez toi. Ouais. Ça arrivera un jour probablement, donc dans ce cas-là ça pourra gérer ces cas-là, mais c'est pas encore. C'est pas demain, quoi. C'est pas demain. Ok, ça marche. Allez, c'est une question, j'allais pas dire piège, mais on a un peu répondu déjà tout à l'heure, mais l'IA fait baisser les coûts de gestion, ça c'est clair. Voilà, il y en a qui disent que c'est au détriment de l'emploi. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, enfin, oui et non. Aussi, il n'y a pas de... Ça ne supprime pas, par contre, ça peut mais... éviter d'en ajouter et de rajouter de la charge salariale sur des entreprises, des conciergeries. Tu sais, ce genre de choses, ça me fait penser à la révolution industrielle à l'époque. Tout le monde disait, oh là là, on va perdre notre travail, on va perdre notre boulot, etc. Au final, non. Tu vois. Au final, non, c'est juste que... c'est requalifié. C'est requalifié. C'est requalifié, les gens se reforment sur autre chose. Voilà. Et, après, je pense que notre génération aujourd'hui, elle est quand même moins, tu sais, collée, figée sur un métier, sur quelque chose. Maintenant, je pense que notre génération est quand même vachement plus ouverte à avoir différentes expériences professionnelles au cours de sa vie, à se reformer. Moi, typiquement, à chaque fois... je reste toujours dans l'ingénierie, etc. Mais à chaque fois, c'est appliqué sur des domaines métiers complètement différents. Toi, tu as fait 3-4 métiers différents. Tu es passé par le notariat, tu as fait de l'assurance, voilà, de la conciergerie, de l'investissement. Donc, ça permet, ça permet d'éviter de rajouter des charges salariales. Ça ne supprime pas forcément si tu les as. Ça permet... pourras repositionner tes employés sur d'autres tâches qui, pour le coup, aujourd'hui, sont pas automatisables. Et puis, en plus, ça leur permettra d'apprendre des nouvelles choses et pas être toute la journée à répondre aux mêmes messages sans cesse, quoi. Franchement, moi, je me mets à la place d'une personne comme ça, ça donne pas envie de te lever le matin, tu vois, comme typiquement, quoi. Ouais, c'est clair. Même si t'aimes l'humain. Hein. Ouais, non mais. Parce qu'en fait, à force, ça te dégoûte. Non mais parce que c'est vrai. On sent que tu as travaillé sur un plateau d'accueil téléphonique. Ouais. Non mais c'est même pas là que ça m'a dégoûté. C'est quand, ça m'a dégoûté entre guillemets, hein, évidemment. Mais c'est quand j'ai travaillé, quand j'ai pris la communication pour la conciergerie. Parce que sur le plateau téléphonique, tu vois, t'as tes horaires et puis basta quoi. Quand tu es en freelance et que tu fais ça, tu n'as pas tes horaires et puis basta. Donc, c'est compliqué. Non, franchement. Et puis, il y en a qui sont assez désagréables aussi. Donc, tu peux perdre au fond l'humanité, je t'avoue. Oui, c'est sûr. Je sais pas si toi, c'est pareil, mais ouais. Des fois, je laisserai nos amis conciergerie penser aux expériences qu'ils ont pu vivre. Je pense qu'on a tous des exemples de moments pas très agréables. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux répondre en 30 secondes plutôt que de répondre avec chaleur en 30 minutes? Et pourquoi pas les deux? Tu peux répondre en 30 secondes et avec chaleur. C'est ce qu'on fait. Ouais, tout à fait, ça fait partie. Ouais,
je pose la question comme ça, mais en effet, je suis assez persuadé que l'IA, elle est capable justement de. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, d'être empathique, etc. Je pense que l'IA, on est complètement capable. Oui. Après, il ne faut pas que ça aille dans des extrêmes. Hein. J'ai vu des fois des exemples sur d'autres outils. Il faut faire un peu attention à ça. Ouais, il faut faire attention. Nous, c'est quand même cadré, quoi. Tu vois, on ne va pas lui dire oui, vous avez raison. Tu vois. Mettre des emojis cœur partout à chaque message. Ouais, non, voilà, c'est pas. Faut que ça reste professionnel aussi. Et puis voilà. Donc ouais, c'est clair. Est-ce que l'IA saurait dire non à un voyageur? Bah oui. Oui. oui, bien sûr. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, c'est intéressant parce que justement, on n'a pas parlé tout à l'heure dans les questions. Justement, est-ce que tu as un exemple où l'IA saurait dire au voyageur, bah non, ça, ce n'est pas possible? Ouais, typiquement, là, ça nous est arrivé cet été où j'ai un de nos clients qui m'a demandé, par exemple, en fait, est-ce que c'est possible de rajouter une info et une instruction pour que quand un voyageur demande une arrivée anticipée, en fait, l'IA réponde systématiquement non, parce qu'en fait, pendant la très haute saison, ils avaient en fait enlevé toute la partie upsell par rapport aux arrivées anticipées et départs tardifs, parce que leur agenda de planning d'entretien était archi complet, et en fait, c'était plus possible pendant la très haute saison de proposer ces services-là. Donc, en fait, il dit oui, bien sûr, en fait, tu enlèves les informations liées à tes upsells, et tu en rajoutes une instruction de sorte que si le voyageur demande une arrivée anticipée, un départ tardif, tu refuses systématiquement en mentionnant les raisons suivantes. Voilà, laisser le temps au planning, aux agents d'entretien d'effectuer le nécessaire pour préparer le logement, etc. Et de ce fait, ce n'est pas possible. Et effectivement, l'IA a rencontré plusieurs fois le cas, et à chaque fois, elle disait non, désolé, malheureusement, nous ne pouvons pas parce que. Ça, c'est quand l'utilisateur prompte un petit peu notre IA. Après, dans tous les cas, tu vois, si un voyageur il demande est-ce qu'il y a un sèche-cheveux, et oui, si tu veux le sèche-cheveux, je veux un sèche-cheveux tout de suite. L'IA, s'il n'y a pas dans la liste des équipements le sèche-cheveux, elle va lui dire mais il n'y en a pas en fait, tu vois. Malheureusement, on n'est pas à disposition de sèche-cheveux, c'est un cas classique. Hein. On met pas à disposition un sèche-cheveux, donc nous sommes désolés. C'est noté dans l'annonce, tu vois, enfin voilà. Ok, intéressant, ça fait partie c'est même pas une limite, au contraire, je trouve que c'est le boulot qu'on a à l'IA, quoi, je trouve. T'as ça, ou alors, dans l'annonce, les animaux sont interdits, le voyageur qui demande quand même, est-ce que je peux quand même venir avec mon chien, même s'il est tout petit, non, désolé, les animaux ne sont pas acceptés dans le logement. Quoi. Ok. Bon, je ferme cette parenthèse qui est super intéressante, du coup, je trouve. Est-ce que dès aujourd'hui, toutes les conciergeries doivent avoir une IA intégrée dans leur activité? J'aime pas trop dire ce que doivent faire les autres, hein, mais je pense que c'est quand même, c'est quand même utile, ouais. C'est quand même très utile. Je pense que pour l'instant, il y a certaines personnes qui voient pas l'utilité, parce que moi je le vois sur les réseaux sociaux, etc. Oui, mais c'est notre métier. Oui, ça fait partie du boulot, oui, mais il n'y a pas que ça. Tu ne dois pas faire que ça. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'être concierge, ce n'est pas juste répondre aux voyageurs, quoi. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, ouais, pour moi, c'est indispensable. Ouais, et puis que tu es une entreprise, donc. Et tu es une entreprise, dans tous les cas, voilà. Voilà, en général, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans peu importe l'activité, tu as envie de faire prospérer ton business, ton entreprise, de le faire croître, de sorte de dégager un revenu qui soit à la hauteur du temps que tu y investis et de l'énergie aussi que tu y mets dedans, quoi. Donc, si en fait, tu passes tellement de temps dans la communication que ça te bloque pour développer tout le reste, c'est problématique. Il y a même des fleuristes et des bouchers qui intègrent l'IA, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que. Enfin, tu vois, maintenant, c'est vraiment tous les métiers, en fait, pratiquement tout le monde intègre de l'IA. Donc, ne loupez pas le train. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça me fait aller sur la question suivante, c'est quand on regarde un peu plus à l'avenir, d'ailleurs, l'avenir étant pas forcément très très loin, c'est pas forcément dans plusieurs années, mais dans un monde où il y a pas mal d'IA, un service client sans IA, est-ce qu'il est condamné à disparaître du coup? Il sera en difficulté, je pense. Il va peut-être pas disparaître, mais ça sera plus compliqué. Ça sera plus compliqué parce qu'en fait, les clients vont avoir un certain niveau d'exigence. Voilà. Déjà qu'on est vachement dans la réactivité, l'instantanéité, etc. Mais que ce soit les voyageurs comme nous, on est tous dans le même panier. Hein. Je veux dire, on vit dans une ère de réseaux sociaux, d'instantané. Voilà, d'être toujours tout en instantané.
Donc, si une conciergerie propose un service client, mais qui n'est pas réactif ou qui répond systématiquement à côté de la plaque ou que, enfin voilà, ben, ça va pas le faire. Je veux dire, les voyageurs, ils vont le ressentir sur les notes. Et après, c'est le cercle, ça peut être le cercle vertueux comme le cercle vicieux, en fait, de la location courte durée. C'est-à-dire que si tes notes baissent, ben, du coup, tu as moins de réservations. Si tu as moins de réservations, tu as moins de renta. Enfin bref, T'es déclassé. T'es déclassé. Voilà. Donc, pour moi, c'est indispensable. Franchement, et je pense qu'il va y avoir vraiment une différence entre les deux. À un moment donné, ça va se voir. D'accord. Et justement, du coup, la différence entre conciergerie, pour faire un petit focus sur ça, elle sera plus sur justement l'humain ou plutôt sur la technologie, justement? Alors, la différence, ça se fera sur l'humain pour le coup. Parce que si ça devient, entre guillemets, de facto le standard d'utiliser l'IA, etc., bah, le démarqueur sera plus la technologie, mais ça sera effectivement l'expérience humaine qui est apportée en plus. Et en fait, du coup, ça va, comment dire, les logements standards auront, comment dire, plus la proposition de services des logements typés haut de gamme, luxe, justement, avec la partie, voilà, humain que va apporter les gestionnaires. Donc, voilà, sur la réalisation de services, de prestations, d'expérience, voilà, effectivement. C'est un peu ce que fait Airbnb d'ailleurs, avec les nouvelles mises à jour, etc. Ils axent vachement sur l'expérience. J'ai entendu dire qu'ils volent nos métiers, mais je ne pense pas. C'est juste qu'ils axent, en fait leur plateforme sur l'expérience et sur les services aussi. Donc, pourquoi? Parce que oui, c'est bien la technologie, mais les gens ont aussi besoin, certains, moi perso non, mais certains ont besoin d'avoir un contact humain, etc. Voilà, donc il faut aussi penser à ces voyageurs-là. Ok. Plutôt Booking ou plutôt Airbnb? C'est-à-dire en tant que voyageur ou en tant que conciergerie, enfin en tant que pro, tu vois? Je te laisse choisir la posture qui te va le mieux. Moi, je suis Booking. Je vais me faire taper dessus, mais ouais. Moi, je préfère Booking. Clairement. Que ce soit les deux, hein. Que ce soit profil pro ou perso pour réserver un logement, je préfère Booking. Ouais, après, enfin, je sais pas. Moi, perso, je dirais, en fait, si ça dépend. Si c'est c'est pour un déplacement pro, j'irais plus bizarrement sur Airbnb. Oui, parce que c'est là où on va réserver un logement parce qu'on a un événement à faire dans telle ou telle ville. Par contre, pour les voyages, là, on va plutôt sur Booking parce qu'en général, on prend plus des hôtels. Mais c'est notre personnel. Perso. Voilà, mais du coup, c'est les deux. Et après, de notre vision plutôt professionnelle, Airbnb pour l'interface et l'expérience et Booking pour le côté performance, quoi. Ok. Clairement. Et ça se voit aujourd'hui dans leurs chiffres, en fait, respectivement aux deux entreprises. C'est vraiment ce qui ressort des deux côtés. C'est vrai qu'en perso, on va plus sur Booking parce qu'on réserve plus d'hôtels. Ouais. Si Airbnb proposait des hôtels, peut-être sur Airbnb. Bientôt. Mais c'est pas encore le cas. C'est en train de chemin, en tout cas. On recherche sur Booking, mais on réserve en direct, attention. Voilà. T'as la bonne pratique. Est-ce que vous auriez un livre, une ressource ou un mentor, voilà, quelqu'un ou quelque chose qui vous a inspiré justement dans votre parcours, que vous voudriez nous partager ici? C'est un peu classique, mais Père riche, Père pauvre, voilà, je pense que c'est le livre en fait qui moi personnellement m'a fait un déclic aussi pour investir dans l'immobilier, investir sur soi, investir dans des sociétés, etc. C'est vraiment la vision. Alors, excusez-moi pour l'auteur, à chaque fois je dis n'importe quoi. Je ne vais pas dire le nom de l'auteur, je ne sais pas si tu l'as, Henrik, mais voilà, Père riche, Père pauvre. Je vais mal le prononcer. Ouais, voilà, j'ai du mal à le prononcer aussi. Donc ça, c'est vraiment le livre où ça m'a fait le déclic. Je ne sais pas si toi aussi, pareil. Et après, en tant que mentor, alors j'ai pas de mentor particulier, mais j'aime bien suivre certaines personnes, en tout cas, voilà, parce qu'elles ont un certain mindset que j'apprécie. Il y a Anthony Bourbon, je sais que c'est pas très original, mais en tout cas, moi j'aime bien parce que c'est une personne qui a démarré de rien. Tu vois, contrairement à d'autres profils que je trouve très bien aussi, mais qui ont été aidés par la vie, par les parents, etc. Alors qu'Anthony Bourbon, pas du tout. On se reconnaît tous dans son parcours, en tout cas la plupart des gens. Donc ça, c'est quand même cool. Et dans le secteur, il y a des influenceuses comme Tania, la veille de ma réussite, que j'aime beaucoup, qui donne des tips sur la location courte durée, sur l'investissement, sur la bourse, sur la crypto.
Et je trouve que c'est des personnes très inspirantes. Et après, voilà, tu as des Elon Musk, tu as des... ça en fait pas de politique, on met la politique à part, hein, mais tu as des parcours comme ça, Elon Musk, des Trump quand même, qui ont des empires immobiliers, tu vois, Trump père comme lui, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des gens, en fait, qui inspirent quand même le respect dans le business. Voilà. Voilà, pour pas... Mais ouais, je sais pas si toi, t'es plus tech, donc peut-être des dans profils... la tech, mais même... il n'y a pas de... T'as pas de... Non, il n'y a pas de profil particulier. Après, c'est vrai que sur l'immobilier aussi, j'aime beaucoup Christopher Van Ghem. Christopher Van Ghem, c'est grâce à lui qu'on a investi. Effectivement, c'est comme ça qu'on a démarré. Et puis quand tu regardes son parcours il y a 10 ans et où est-ce qu'il en est aujourd'hui, c'est quand même c'est très impressionnant le parcours qu'il a eu. Donc, c'est un peu comme Anthony Bourbon. Franchement, voilà, c'est des personnalités comme ça qui sont... les self-made. Ils sont faits tout seuls, c'est ça. Et c'est inspirant. Et il y a des Français, hein, il y a beaucoup de Français aussi, donc c'est chouette. Ok. Quelle est votre potion magique pour réussir dans le métier, ce qui vous renforce au quotidien? Alors, je pense que c'est notre complémentarité. Parce que Audrey, elle a une connaissance très profonde du terrain, du métier de concierge. Donc, elle connaît toutes les problématiques. Elle voit tout ce qui manque aujourd'hui en termes d'outils. Et il y a le fait de l'associer avec un compagnon qui est ingénieur et qui a une grosse expérience là-dessus. Du coup, ça permet effectivement de mêler les deux et de développer des solutions qui sont vraiment adaptées. On est chacun expert dans notre domaine, donc ça, c'est cool. C'est vraiment, je pense que c'est ça, la potion magique. Dans notre business, en tout cas, c'est ça. L'organisation aussi. Parce que on est en couple, on a une vie de famille, hein, on a un enfant aussi, on a la boîte. Moi, j'ai mon autre boîte à côté. Donc, il faut quand même tout suivre. Mais on y arrive. Et puis, c'est une belle aventure. Franchement, c'est top. Je conseille à tout le monde. Ok. Et à l'inverse, quelle est votre kryptonite, les choses qui vous affaiblissent? Je dirais que c'est le fait qu'on n'ait pas les accès directs aux plateformes, clairement. Ça, je trouve que c'est... Non, mais c'est vrai. C'est la kryptonite parce que du coup, tu vois, si tu utilises un channel manager qui n'est pas compatible avec nous, tu ne peux pas utiliser notre solution. Donc ça, c'est vraiment... C'est pour bientôt. Pour bientôt, on espère. Voilà, mais c'est vrai que du coup, la problématique que ça engendre aussi, c'est que si le channel a un problème avec la plateforme, on a le problème nous également. Aussi. On est impacté et du coup, on ne peut rien faire. Il faut attendre que le channel, le PMS résolve le problème de leur côté. Et pour que ça refonctionne chez nous. Exemple classique, on ne va pas citer le channel manager, mais il y en a certains channel managers avec lesquels on travaille, où il y a un petit souci dans les remontées d'informations, si tu veux. Donc, les remontées de réservation ou les remontées de messages voyageurs. Donc, en fait, si le channel manager n'a pas réceptionné le message du voyageur, nous, on ne peut pas le voir non plus. Donc, on ne peut pas y répondre. Donc, ça, c'est vraiment la limite, on va dire, notre kryptonite. Pour le coup, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et... donc, on espère, là, on met les bouchées doubles. Il faut qu'on sorte toutes les fonctionnalités qu'on a prévu de sortir, etc. Et pour qu'on puisse monter le dossier auprès des plateformes afin d'avoir les API. Et comme ça, on n'aura plus du tout ce genre de problème. C'est vrai. Après, là, on a éliminé une partie de la kryptonite, quand même récemment, parce que jusque-là, on avait la web app initiale qui était clairement, c'était une tortue, on va pas se mentir. Il y avait des gros temps de chargement, très très lente à charger, pas très fluide, etc. Là, la nouvelle, clairement, c'est une application native, donc c'est plus web app, c'est rapide. Aucun temps de chargement, c'est même plus rapide que les temps de chargement d'Airbnb. Donc, franchement, tu as fait du bon boulot, parce que on a fait ça cet été et franchement, Donc voilà, et ça, c'était vraiment, tu vois, un reproche qu'on avait assez régulièrement, soit de la part de clients qui sont restés, parce qu'ils savaient que ça allait évoluer. Ça allait évoluer. Mais il y en a qui sont partis aussi parce qu'au final, à l'usage au quotidien, ils trouvaient que le temps que l'application s'ouvre, qu'on arrive sur le message, qu'on clique sur envoyer ou quoi, c'était pas assez rapide. Que c'était pas assez rapide. Et c'est vrai qu'il y avait quand même plusieurs secondes qui pouvaient se passer entre le moment où tu cliques sur la notif et où tu vois la page, quoi. Donc là, on a résolu ce souci-là et en espérant que 2027, j'espère qu'on aura les API. Je me laisse encore bien 1 an et demi, 2 ans quand même pour avoir les... Moins de ça, quand même. On verra, mais je sais que c'est très, très complexe d'avoir l'API, donc voilà. Ok.
Et on arrive du coup aux 2 dernières questions de ce quiz, qui sont les questions un petit peu rituelles hein, du talk show. Pour vous, qu'est-ce que le sens de l'hospitalité? Ah. Je sais pas si tu voulais… la disponibilité, le sens de l'hospitalité, la disponibilité, être toujours dans l'empathie, l'écoute surtout. N'oublions pas que voilà, il faut écouter énormément. Disponibilité, réactivité et empathie. Ouais. Pour moi, c'est ça le sens de l'hospitalité. Être toujours là, être proactif aussi. Voilà. Et pouvoir répondre aux besoins des voyageurs. C'est la base. Ouais. Et les petites attentions, ça aussi, je pense que ça, oui, aussi, oui. Ça peut jouer beaucoup en fait sur le démarrage d'un séjour par un voyageur, ou quand tu arrives et que tu vois qu'en fait il y a une petite attention qui a été laissée, je sais pas, sur la table, sur le lit, etc. En fait, même si c'est pas grand chose, en fait, le fait de se dire, voilà, on arrive en tant que voyageur, on dit, ah, c'est cool, ça. C'est cool, ouais. Et en fait, dès les premières secondes où on rentre dans le logement, en fait, l'expérience, elle est déjà plus parce que il y a eu une petite attention. Quoi. Des serviettes bien pliées, tu vois, même si c'est pas un truc forcément. Un petit échantillon, je sais pas, d'un produit local, ça peut être n'importe quoi, hein, mais. Moi, je sais qu'à Strasbourg, par exemple, tu vois, pendant le marché de Noël, on met systématiquement des petits sablés alsaciens avec une bouteille de vin, une bouteille de crément. Voilà, ça fait partie de l'hospitalité, tout ça. Ouais. Ok. Et enfin, la dernière question, qu'est-ce qu'une conciergerie de rêve selon vous? Ok. Conciergerie de rêve, pour moi, c'est une conciergerie qui est proactive, qui anticipe les besoins des voyageurs, anticipe les besoins des propriétaires et surtout accompagne le propriétaire de façon pertinente et professionnelle. Quand elle ne sait pas quelque chose, orienter le propriétaire vers des professionnels compétents. Par exemple, si je sais pas, le propriétaire me pose une question sur la fiscalité, la comptabilité, etc. Et que le concierge n'a pas forcément les compétences pour y répondre, ne pas hésiter à faire des partenariats avec des comptables, avec des experts comptables, etc. pour rediriger le propriétaire vers ses professionnels. Conciergerie de rêve, voilà, proactivité, faire en sorte que le logement soit toujours nickel. C'est la base. Le ménage, c'est la base. L'état du logement, les équipements, etc. Donc, comme je te disais, être proactif. Vérifier le ménage aussi en réel. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de conciergeries qui ne vont pas forcément sur le terrain pour après les ménages. Le mieux du mieux, c'est d'avoir une gouvernante. Mais bon, ça, pas toutes les conciergeries peuvent se le permettre. C'est-à-dire qu'après chaque ménage, il y a quelqu'un qui passe dans les logements pour vérifier si tout est OK. Donc, pour moi, voilà, une conciergerie de rêve, c'est ça. Et qui soit aussi à l'écoute, parce que c'est de l'hospitalité, qui soit à l'écoute et des propriétaires et des voyageurs. Et qui utilise Mr. Sherlock. Et qui utilise Mr. Sherlock, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Ok, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à toutes ces questions qui n'étaient pas super évidentes. Je passais un super moment avec vous. J'espère que ça a été de même. Franchement, c'est top. C'est très cool, c'était très agréable. Un bon échange. Eh bien, parfait. Donc, pour ceux qui nous suivent maintenant, vous allez retrouver là, sous la vidéo dans le descriptif tous les liens pour retrouver Mr. Sherlock. Vous pourrez cliquer dessus pour avoir toutes les informations qu'il vous faut. On laissera un petit lien qui vous permet d'avoir une réduction de 10% sur Mr. Sherlock. Je te laisse peut-être préciser ça, Anthony et Audrey. Je vous laisse peut-être préciser ça. Oui, tout à fait. Donc, on a fait un partenariat avec toi, Henrik. Donc, tu es affilié à notre lien de parrainage. Donc, du coup, lorsque vous inscrivez pour la première fois sur Mr. Sherlock, vous avez une offre de bienvenue de moins 20% le premier mois. Et grâce au lien d'Henrik, vous avez moins 10% supplémentaires. Donc, vous allez avoir moins 30% le premier mois et moins 10% le deuxième et le troisième mois sur votre facture. Donc voilà, petit cadeau pour les auditeurs de la conciergerie de rêve et puis voilà. Donc ça c'est top. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des tarifs, mais bon voilà, il y a tout qui est indiqué sur le site internet. C'est à partir de 10 € hors taxe par mois par logement et c'est dégressif en fonction du nombre de logements que vous avez. Très bien, parfait. Donc, on retrouvera tout ça sous la vidéo dans le descriptif. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. C'est super important pour la notoriété de la chaîne. Ça nous permet d'avoir toujours plus d'invités de marque comme on a pu avoir aujourd'hui. Évidemment, abonnez-vous.
activer la cloche pour pouvoir être informé de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis, une dernière chose, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire là, juste sous la vidéo pour poser vos questions. Et Anthony et puis moi-même, on se fera un plaisir de répondre à tout ça. Je vous remercie à tous. Merci Audrey et Anthony pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi. Bonne journée, bonne continuation, Henrik.